Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement. Aujourd'hui, j'accueille Viviane Lalande de la chaîne Syllabus et récemment docteur. Félicitations. Bonjour Viviane. Merci, merci. Bonjour. Euh, Merci de me recevoir dans ton podcast vidéo. Comment est-ce que tu l'appelles? oui, tout ça, oui. Tout ça? Ok. Le nom qui convient à la personne qui écoute. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter un peu ton parcours, notamment scolaire et professionnel? Ok, alors, donc, moi je suis française, je suis née en France et ça fait pas plus, ça fait 10 ans que je suis au Québec maintenant, d'où peut-être le petit mélange d'accent. Mon parcours scolaire, ça a été, j'ai commencé avec une maternelle générale, donc Ça voilà, part bien. c'était assez généraliste jusqu'au lycée. Donc au lycée, j'ai fait un bac S, un spé bio, parce qu'on m'a refusé l'aspect physique, mais je voulais aller en spé physique. Et après, j'ai fait un DUG, donc l'équivalent de L1, L2 en physique fondamentale. C'était la dernière année où ils délivraient le DUG. Après, je suis rentrée en école d'ingénieur en mécanique et conception. Ouais. Et puis après, j'ai fait mon stage de fin d'études à Montréal dans un laboratoire de recherche. J'ai tellement adoré ce que je faisais au laboratoire que je suis restée en maîtrise. Donc, la maîtrise recherche. Maîtrise recherche, c'est un programme qui n'existe pas en France. C'est un petit peu l'équivalent d'un doctorat, mais en beaucoup plus court en termes de contenu. C'est vraiment de la recherche. Ouais. C'est pas un 6 mois de stage comme les masters qu'il y a en Europe. Et après, je suis allée travailler comme une grande personne dans une entreprise qui fait des satellites, des antennes de satellites, pardon. Après ça, j'ai détesté mon expérience, donc je suis revenue à l'université. J'ai travaillé en tant qu'associée de recherche dans le domaine minier. Et après, j'ai trouvé mon doctorat donc en biomécanique de la colonne vertébrale, que je viens donc de terminer. Donc ça, c'est pour tout le parcours professionnel scientifique. Ouais. Pour le parcours plus de vulgarisation, j'ai commencé la vulgarisation en fait quand je suis arrivée au Québec, donc en 2009, et que j'ai découvert aussi le monde de la recherche. Alors je sais pas si c'est le Québec ou le monde de la recherche qui m'a donné envie de communiquer, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une effervescence que je connaissais pas en France, Ouais. et ou du moins dans le monde pas de la recherche. Et donc j'ai commencé avec un blog, donc de 2010 à 2013, quelque chose comme ça. Et après, je me suis rendu compte que même moi, je lisais plus les blogs, donc ça n'avait pas trop de sens de continuer à faire un blog. Donc je suis passée au format vidéo parce que c'est ça que je consommais. Et puis j'ai appris petit à petit à en faire. Et donc aussi, dans la même période où j'ai commencé les vidéos, j'ai commencé à travailler à la télé. Donc il y a 5 ans et demi maintenant. Ouais. Et je fais de la radio depuis cette année, depuis septembre 2018. Ok. Donc voilà. Ah, super. Donc merci pour ça. Comment tu t'es intéressé aux sciences à la base? T'as été toujours intéressé par les sciences ou? Ouais, je pense que oui. Je sais pas trop d'où ça vient. J'ai des parents qui sont plutôt du côté littéraire. Si on essaie de catégoriser les gens en littéraire et scientifique, ils sont plutôt de ce côté-là. Mais ils ont toujours eu une certaine curiosité scientifique, je pense. Et c'est ça qui a dû m'inspirer vers la science. Je me souviens, j'avais un livre avec des tas d'expériences scientifiques quand j'étais petite, puis je faisais ça. Mes parents avaient un ami aussi qui était un passionné d'astronomie. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce qu'était un trou noir, et j'ai fait mon TPE de terminale sur les trous noirs justement parce qu'il m'avait parlé des trous noirs. J'avais trouvé ça fascinant. Et donc certainement une combinaison de tout. Je pense que je trouvais ça cool aussi à la télé quand je voyais des scientifiques devant un tableau qui étaient en train de rédiger des formules mathématiques, et ça avait l'air d'être un langage mystérieux. Et donc je voulais apprendre un petit peu ce langage-là, quoi. Ouais, cool. Et, euh, et donc, t'as commencé des études en physique, c'est ça, quand tu étais en Doug et ensuite. Ouais, c'est ça. Et après, donc, t'as pas aimé ton expérience à travailler sur les satellites? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est plus compliqué que ça. Alors il y a beaucoup de choses. Déjà, il fallait pointer. Ouais. Et moi, ça, pointer, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai l'impression d'être fliquée et je me sens pas bien quand je dois pointer. J'avais beaucoup c'est des raisons ridicules, hein, mais j'avais beaucoup de voitures à faire pour y aller, et c'est quelque chose qui pèse énormément sur le moral. Ouais. Et puis aussi au niveau du travail, disons que c'était pas compensé par le côté intéressant du travail. Ouais. Donc bon, je devais remplir un fichier Excel qui recensait tous les poids de toutes les pièces de tous les précédentes antennes de satellites
pour voir, je sais plus, pour optimiser quelle était Ouais. la masse, pardon, pas le poids, la masse de chacun des items. Ouais. Bon, puis après, j'ai travaillé en R&D aussi dans ce truc-là. Donc, le département R&D était composé du boss et de moi. Ouais. Donc, il n'y avait pas grand monde. Et puis, il fallait redesigner un truc. Et la première spécification, la première ligne du cahier des charges, c'est qu'il ne fallait pas que ça change de ce qui avait été déjà fait. Ouais. Donc, ce qui est très frustrant quand on te donne un mandat où finalement ça devient de la politique de devoir designer quelque chose de nouveau. Mais en fait, non, tu dois designer toujours la même chose parce que y a c'est l'aérospatial, là, c'est difficile de les faire bouger, quoi. Ok. Ouais. Donc, c'était plus de frustration qu'autre chose et je suis partie. Ok. Donc ça, c'était après ta maîtrise, c'est ça? Après ma maîtrise, ouais, c'est ça. Ta maîtrise, c'était en biomédical ou? Alors, oui, c'est ça, le diplôme est en génie biomédical. Pour ma maîtrise et génie mécanique pour mon doctorat, mais pour mon doctorat, ça aurait pu autant être génie mécanique que génie biomédical. D'accord. Et donc, ton doctorat, c'est la suite de ta maîtrise ou c'est... Absolument pas, rien à voir. Il y a la maîtrise, c'était sur... je designais un embout de cathéter. Donc, les cathéters, c'est les tubes en plastique qu'on met dans les vaisseaux sanguins. Et donc, je designais un embout qui allait au bout de ça et qui pouvait être guidé en 3 dimensions grâce à un IRM, donc les appareils d'imagerie qu'on a en hôpital. Et donc, on arrivait à contrôler cet embout-là magnétiquement avec un appareil d'imagerie. Et mon doctorat, c'était sur designer un nouvel implant de correction de la scoliose, donc les déformations de la colonne vertébrale des enfants. Et c'était de designer une nouvelle approche de la corriger. Ok, d'accord. Du coup, c'était facile de faire ce va-et-vient entre le monde académique et... moi, moi, c'est ça que j'aime, en fait. Ouais. Donc, je suis passée d'apprendre l'IRM, après, je suis allée dans les satellites, après, je suis allée en génie minier, ma foi, pourquoi pas, et après, biomécanique de la colonne vertébrale. Moi, je trouve ça fascinant. C'est un peu mon profil d'être pluridisciplinaire. Ouais. Donc, ouais, ça me convient bien. Et du coup, c'est aussi pour ça que tu aimes la vulgarisation, j'imagine. C'est ce côté un peu... Ouais, je pense que ça aide. C'est sûr que quand on a la curiosité facile, je pense que la vulgarisation, c'est quand même un bon échappatoire parce qu'on parle à des gens fascinants, en fait, et qui nous apprennent plein de choses. Donc, c'est super intéressant. Ouais. Et donc, tu as bien aimé ta vie de chercheuse, de doctorante, tu as bien aimé faire la recherche J'ai adoré ma vie en maîtrise. Ouais. En maîtrise, c'est là que j'ai découvert la recherche. C'est mon projet de maîtrise, c'était mon petit bébé. Ouais. J'ai adoré. Et c'est pour ça que j'ai continué la recherche et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime la recherche. Donc, j'ai vraiment... j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de ce projet de maîtrise. Ouais. Ça a été vraiment deux années extrêmement formatrices que je ne changerai pour rien au monde. Mon doctorat, c'était plus un travail. Okay. J'ai fait mon travail. Il y avait beaucoup de frustrations qui étaient liées à des choses qui sont pas très intéressantes, qui sont pas scientifiques en fait. Ouais. Et donc bon, c'était un travail. Yeah, okay. Après, je suis contente du résultat, hein, mais disons que l'aspect, vraiment, ce que je considère comme étant de la recherche et l'excitation de la recherche, je l'ai vraiment vécu plus en maîtrise qu'en doctorat. Okay. C'est quoi, du coup, cette excitation de la recherche? Quelles sont les particularités? Ah, ben c'est... donc en maîtrise, moi, quand je suis arrivée, je connaissais absolument rien à la recherche. Hein, donc, j'avais même pas vraiment conscience de comment on faisait une expérience, en fait. J'en savais trop rien. Je savais pas comment on analysait les résultats. Je savais pas comment on présentait ses travaux dans un article. Donc, en fait, chaque jour était un nouvel apprentissage. Donc, il y a eu une fois, ça faisait... 6 mois que j'étais dans le laboratoire sur mon projet, je venais de finir mon stage et j'allais commencer ma maîtrise. Et il y a mon directeur qui m'appelle dans son bureau et qui me dit « dans 15 jours, il y a une deadline, il y a une date limite pour déposer un article de conférence. Ouais. » Donc, dans mon domaine, les articles de conférence, je sais que c'est pas partout pareil, mais c'était 6 pages de résultats à fournir sur un sujet. Et il m'a dit « tu devrais travailler sur un petit robot qui nage dans l'IRM. » Et ça, c'est pas du tout, mais alors, du tout mon sujet. On était à des années-lumière de mon sujet. Et il m'a dit, tu as 15 jours pour faire ça.
Et ça a été les 15 jours les plus formateurs, parce que je suis sortie de cette réunion complètement déboussolée, à dire mais c'est pas mon projet, qu'est-ce que je fais, je sais pas écrire un article, j'ai jamais conduit une expérience qui amène à des résultats fiables, comment on fait? Et là, il y a un post-doctorant qui est maintenant professeur à Polytechnique qui m'a pris sous son aile et qui m'a expliqué un petit peu toutes les étapes. Et donc, en 15 jours, on a fait une expérience, on a analysé les résultats. Il m'a expliqué l'intérêt d'analyser les résultats de façon adimensionnelle. Donc, vraiment de plus utiliser les unités dans ses résultats, mais plus de voir des ratios, en fait. Ouais. Et ça a plus d'intérêt dans ce qu'on faisait, en tout cas. Et donc, il m'a appris ça. On a écrit un article ensemble et il est venu, il s'est assis avec moi à mon bureau à m'expliquer. Tu peux pas mettre, comme on apprend tout le temps en France, quand on fait de l'anglais, des indeed, des however, en veux-tu, en voilà, plein de keywords dans ton article. Et puis, il m'a dit, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Il m'a tout expliqué. Donc, en 15 jours, j'ai eu un espèce de training, de recherche qui était... incroyable. Okay. C'était super. Ouais. Et du coup, c'est genre la découverte de ces méthodes qui t'a... Ouais, c'est ça. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, je pense que c'est la découverte des méthodes, la découverte... En fait, c'est aussi qu'en 15 jours, on est parti de zéro et on est arrivé à un produit final. Ouais. Un produit au sens de la recherche, du moins. Ouais. Et donc, cette excitation-là, où il y avait vraiment quelque chose à la fin, je pense que c'était une des premières fois que je le vivais, quoi. Ouais. Parce que les projets d'école, oui, mais ça reste des projets d'école. Ouais. Et là, tu avais l'impression de faire une avancée, vraiment. Ouais, et puis en plus, ça a été d'autant plus gratifiant que ce 15 jours de travail, parce que j'ai pas travaillé plus que ça sur ce truc-là. Après, je suis allée le présenter en conférence et on a gagné le prix du meilleur papier étudiant. Ouais. Avec mon tout premier papier, mon tout premier sujet fait en 15 jours. Donc, si tu veux, c'est d'autant plus gratifiant quand tu te rends compte que non seulement tu as appris énormément de choses, mais qu'en plus, tu l'as bien fait, quoi. Ouais. Donc, c'était super gratifiant. Ouais. Très belle expérience. Très chouette. Et du coup, tu n'as quand même pas voulu rester dans la recherche tu penses... En fait, c'est que la réflexion derrière quand j'ai fini ma maîtrise, c'était est-ce que je dois faire un doctorat ou est-ce que je dois aller en entreprise? Ouais. J'étais, je pense, intimement persuadée que je voulais aller en recherche, mais ce qu'on entend tout le temps, c'est que le doctorat, ça ferme des portes. Ouais. Donc, ce que je voulais faire, c'est me dire, OK, j'essaye au moins l'industrie avant de me lancer dans plusieurs années en recherche pour être sûr que si je commence un doctorat, je le commence pour les bonnes raisons, quoi. Ok. Donc, t'es allé dans l'industrie en te disant quand même que c'était probable que tu reviennes. Ouais. Honnêtement, quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais tellement aimé ça que j'avais pas beaucoup de doutes sur le fait que la recherche me plairait. J'avais des doutes sur le fait que l'industrie me plairait. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, ça a été assez facile pour toi de retrouver un projet de doctorat après? Le projet de doctorat, ouais, ça a été facile. En fait, je voulais... facile, je sais pas. Je voulais être en biomécanique. Ouais. C'était mon exigence. Et je voulais être à Montréal parce que je voulais pas bouger à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à faire la tournée des profs en biomécanique. Et puis, j'en ai trouvé un qui m'a proposé un projet. Et puis voilà. Donc, ça a pas mis beaucoup de temps. J'ai pas souvenir d'avoir galéré, quoi. Ok, cool. Et donc, tu as aussi parlé de la vulgarisation que tu as découvert. Donc, c'était pendant ta maîtrise, c'est ça? Ouais, c'est ça, pendant ma maîtrise. Alors, je sais pas comment c'est en France, mais au Québec, il y a des concours en permanence, des concours de recherche, des concours d'affiches, des concours de présentation, des concours de ceci, des concours de cela. Et moi, je connaissais pas du tout. Et puis, quand je connais pas du tout, en général, je dis, je vais essayer. Donc, j'ai essayé plein de concours et j'ai vraiment... aimer ce sentiment de présenter mon projet, en fait, et d'avoir le retour du regard des gens, et de voir dans le regard des gens que ce que je leur disais avait un impact. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé la vulgarisation. Donc, c'est grâce au concours de recherche, finalement. Ok, d'accord. Donc, tu en avais fait quelques-uns, et après, tu as lancé ton blog comme ça, ouais, ça a pas tardé. Okay. Hein. Je pense que j'en ai fait un et j'ai lancé mon blog quasiment, quelque chose comme ça. Mais je sais pas si... Moi, maintenant, je le mets comme une trajectoire droite des concours de recherche vers le blog, mais il y a certainement eu plein d'autres influences dont j'ai pas forcément conscience ou dont je me souviens pas. Ouais. Puis, donc, notamment, tu as fait le concours Ma thèse en 180 secondes. Ouais, ça, c'est plus à la transition du blog vers la vidéo. Okay.
Donc là, mon blog, ça faisait longtemps que je l'avais d'ailleurs, à ce moment-là. Et ouais, j'ai fait le concours ma thèse en 180 secondes. Donc c'était la première année quand ça n'existait pas encore en France, ça existait qu'au Québec. Donc j'avais plus de chance. Je ne sais pas si je gagnerai encore aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de... C'était en 2013, c'est ça? Juste comme ça. C'était 2012, 2013... 2012. J'ai fini ma maîtrise en 2012, donc 2012. Ouais. Ouais. Donc tu étais la première lauréate, la première... Ouais, la toute première. Et d'ailleurs, la seule année où ils autorisaient des maîtrises, en fait. Parce qu'à partir du moment où ils se sont ouverts à l'international, ils pouvaient plus accepter les maîtrises parce qu'une maîtrise en Amérique du Nord ou une maîtrise en Europe, c'est tellement différent que tu peux pas les mettre sur un pied d'égalité niveau contenu, quoi. Ouais. Ouais. Et pour la petite histoire, du coup, on s'était rencontrés parce que j'avais fait le concours ma thèse en 180 secondes l'année Et juste oui. après, et on s'était rencontrés à ce moment-là parce que moi aussi j'étais à l'école Péting de Montréal. Et oui, Ça, on s'est rencontrés à Poly. ouais, ça ne rajeunit pas à l'époque. Ouais. Donc toi, c'était en 2013. Ouais, ça va être ça du coup, l'année après toi. Mais t'avais gagné l'étape de Poly, Ouais, non? Poly, puis après j'ai fait la finale et pas gagné. Pas gagné la finale, ok. Et puis t'as dessus, du coup aussi commencé à travailler à la télé, à la radio. Ouais, c'est ça. Donc télé, j'ai commencé quasiment en même temps que ma chaîne YouTube, donc il y a plus de 5 ans, il y a 5 ans et demi. Ouais. Et radio, c'est beaucoup plus récent. La radio où je travaille de façon régulière, c'est depuis septembre dernier. Après, j'ai fait quelques interventions à la radio par-ci par-là, mais c'était pas un travail, quoi. Ouais. Et du coup, comment ils t'ont trouvé? Comment ça s'est fait? Alors, comment est-ce que la télé, ça s'est fait? Alors, il y a eu plusieurs télés. Il y a eu une télé TFO c'est Télévision francophone ontarienne, où j'ai fait... Là, je sais plus comment ils m'ont trouvé. Donc là, j'ai fait 16 capsules web, parce que des vidéos au Québec, ça s'appelle des capsules. J'ai fait 16 capsules web pour les enfants pour expliquer des concepts mathématiques. Et je suis passée aussi sur leur émission, ce qui s'appelait C'est Wow. Et j'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils m'ont trouvé pour cette émission-là. L'émission où je suis actuellement, et où je suis depuis plus de 5 ans, elle s'appelle Génial, elle est diffusée sur Télé-Québec. Et là, je suis... donc c'est un jeu télé où il y a un animateur qui va animer la partie jeu et un autre animateur qui est dans le lab, qui est en fait l'animateur scientifique qui va expliquer les concepts. Et donc, ils n'arrêtent pas de s'envoyer la balle entre le côté jeu et le côté lab. Et moi, je suis du côté lab et on reproduit les expériences dont ils parlent dans le jeu sur le plateau en live devant le public. Donc moi, je fais partie des personnes qui font les expériences sur le plateau. Donc je ne parle pas à la télé. Okay. Et ça, la façon dont ils m'ont trouvé, en fait, ça vient du concours ma thèse en 180 secondes. Okay. Donc un des profs de Poly qui gérait ma thèse en 180 secondes, il avait aimé ma prestation. Il connaissait le producteur de Génial et il a dit « Hey, tu devrais rencontrer Viviane ». Et voilà. Ah, super. Ouais. Et du coup, c'était rémunéré, ça? Ouais, la télé, c'est rémunéré. Ouais. Ok, cool. Et c'est des grosses journées, hein, c'est des journées bah alors, il y a déjà une journée de répétition qui va durer 4 à 8 heures. 8 heures pour deux jours de tournage qui suivent. Donc, disons, 4 heures de répétition pour une journée de tournage. La journée de tournage, c'est 12 heures de travail dans la journée. Donc, c'est chargé. Ouais, c'est chargé. C'est des émissions de combien de temps? C'est des émissions, une fois qu'elles sont diffusées, maintenant c'est 30 minutes okay. C'est une quotidienne. Okay. Donc maintenant c'est 30 minutes, mais on tourne l'équivalent de une semaine en une journée de tournage. Ah ouais. Donc on tourne 5 émissions par jour de tournage. Et le jour du tournage, on a fait la répétition une semaine avant, qui est une répétition dans une salle, dans un studio quelque part, quelconque. Le jour du tournage, on a à nouveau une répétition, mais cette fois-ci en conditions réelles, avec les caméras, les caméramans et tout ça. On fait une pause pour manger et après c'est avec public live et on enregistre tout. Okay. Là, c'est pas diffusé live, mais par contre c'est enregistré avec un public live. Ok. Et donc ça, tu fais ça régulièrement, c'est très aléatoire. Moi, je fais ça. Cette année, je vais faire ça tous les mois de mai à janvier ou février prochain. Ils sont en pause après de février à mai.
Sinon, parce que maintenant j'ai un rôle entre guillemets un peu plus important où je suis chargée de guider les étudiants. Donc on est 3 personnes sur le plateau à faire les expériences et grosso modo je suis la chef des 3 personnes. Donc maintenant je vais être là quasiment tous les mois. Après ça, quand je dis tous les mois, ça veut dire 2 jours par mois, hein, donc c'est pas gros, hein. C'est minime. Mais avant, c'était plus aléatoire. C'est difficile de donner une fréquence parce que la télé, c'est vraiment pas quelque chose de fixe, quoi. Ouais. Et t'aimes bien travailler pour la télé? Oui, c'est sympa. Il y a plus de découvertes maintenant, en fait. Donc, si tu veux, maintenant, c'est vraiment un travail. Les gens sont très sympas. C'est vraiment une belle équipe. Donc, c'est agréable de travailler avec eux. Mais je suis plus dans la partie découverte maintenant. Je sais ce que j'ai à faire. Donc, il y a la partie découverte qui est plus là. Qui me manque un peu. Et la radio, t'interviens souvent? Encore une fois, ça dépend de moi, mes disponibilités. Eux, ils voudraient que je passe 1 à 2 fois par mois. Et donc, j'ai fait à peu près 1 fois par mois depuis le début de l'année. Puis là, je vais passer à 2 fois par mois pour mai-juin. Et voilà. Donc, la radio, c'est vraiment un exercice différent. Déjà, j'écris pas mes textes comme j'écris mes textes pour les vidéos. Je me fais juste des bullet points, juste une liste. Et puis, je vois bien comment ça va. Des fois, l'animateur m'interrompt et il va me faire partir sur une autre partie de mon texte que j'avais pas prévu de dire maintenant. Donc, ça ressemble beaucoup plus à une discussion et c'est beaucoup plus malléable. Donc, c'est pas trop difficile comme exercice, ça va. Est-ce que du coup, tu fais quoi à la radio? Tu t'interviens sur un sujet prédéterminé? Ouais, c'est ça. Donc, soit je donne un sujet que je dis que je voudrais traiter, soit eux, ils m'envoient... Parce que l'émission s'appelle Moteur de recherche, et le principe, c'est que les gens envoient leurs questions comme s'ils envoyaient leurs questions à un moteur de recherche, et c'est nous qui répondons. Donc, des fois, ils ont des questions qui sont... auxquelles je dois répondre. La prochaine question auquel on m'a demandé de répondre, et là, j'ai besoin de faire appel à quelqu'un d'autre, c'est quoi une tonne de CO2? Et donc, c'est une question qui me sort vraiment de ma zone de confort. Donc, je vais essayer de trouver des experts pour m'expliquer parce que je suis pas sûre de connaître bien la réponse. Et donc, voilà. Mais jusqu'à présent, les sujets, c'était suffisamment proche de mon domaine d'expertise pour que je puisse répondre sans faire du journalisme, c'est-à-dire sans avoir à faire appel à quelqu'un d'autre. Mais voilà. Donc, c'est un exercice différent. Et puis donc, tu as aussi lancé ta chaîne YouTube à peu près à cette période? Ah non, je ne l'ai même pas mentionné. Ah si, je l'ai mentionné, oui. Si, j'ai commencé à faire des vidéos en 2013. Septembre 2013. Et tu penses quoi, du coup, YouTube par rapport à la radio, par rapport à la télé? C'est tellement différent. En fait, ce qu'il y a de plus différent, c'est que sur YouTube, on a du feedback. On a tout de suite le retour des gens. Et ce qui n'est pas forcément toujours très agréable d'ailleurs, mais on a tout de suite le retour des gens. Et ça fait une énorme différence parce que là, par exemple, hier, j'ai publié, donc au moment où on enregistre, du moins, j'ai publié une vidéo sur les chips et sur pourquoi est-ce qu'il y a autant d'air dans les paquets de chips, qui est une chronique que j'avais faite à la radio. Alors, j'avais pas tout à fait le même contenu parce que on fait pas la même chose à la radio qu'en format vidéo, donc le contenu est vraiment différent. Si vous écoutez le podcast ou si vous écoutez la vidéo, vous allez apprendre des choses différentes. Mais et sur la version podcast, j'ai aucun retour, j'ai aucune idée de ce que les gens ont pensé de ma chronique. Et là, sur la version vidéo, je vois que il a manqué une phrase essentielle à la vidéo que j'aurais dû dire, parce que moi, je compare le volume d'un sac de chips avec et sans air à l'intérieur. Et les gens, une grande majorité des gens laissent un commentaire en disant « c'est ridicule, il suffit de regarder le poids net de ton paquet de chips pour savoir combien il y a de chips ». Et ça, pour moi, c'était tellement une évidence que je l'ai pas dit en fait, et j'ai juste parlé du volume parce que ce qui m'intéressait c'était le volume, c'était pas le poids. Mais du coup les gens ils me grondent entre gros guillemets dans les commentaires en disant c'est ridicule ton étude, t'as oublié qu'il faut juste regarder le poids. Et donc sur ce genre de choses sur YouTube on a tout de suite l'information de est-ce qu'on a fait de la bonne vulgarisation ou non, parce que tout de suite on sait quelles ont été les incompréhensions des gens. Tandis qu'à la radio, si ça se trouve, j'ai fait exactement la même erreur qui est de ne pas dire, évidemment, on peut regarder juste le poids, mais nous, on s'intéresse au volume. Ça prend juste ça comme phrase à ajouter dans la vidéo pour enlever 80% des commentaires.
Et je sais pas ce que ça a donné à la radio, mais du coup, à la radio, j'ai aucune connaissance de ça. Ouais. Mais en vidéo, là, je le sais. Bien au courant. Hein. Du coup, t'as prévu quelque chose là, pour la vidéo pour corriger ça? T'as mis un commentaire épinglé ou... Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Franchement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un des problèmes de YouTube aussi, c'est que c'est difficile d'éditer les vidéos, on peut pas... Bah, c'est ça, puis tu vois, le truc, c'est que ce que j'ai dit est pas faux. Donc, j'ai pas d'erreur à corriger. Mais disons que ça aurait été une meilleure vulgarisation si j'avais ajouté juste ce début de phrase, quoi. Ouais. Et parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont restés devant la vidéo en se disant qu'est-ce qu'elle est con cette fille, elle a oublié de regarder le poids, tu vois. Donc il y a des gens qui sont restés devant 7 minutes de vidéo en m'insultant quasiment parce que juste j'étais ridicule avec mon étude. J'exagère en insultant, il y a des niveaux d'insultes très variés. J'exagère de toute évidence, mais c'est ça qui est compliqué. J'ai pas vraiment fait d'erreur. Alors c'est juste, j'ai fait une erreur de vulgarisation. Ouais. Je sais pas comment appeler ça. Je sais pas si on peut le qualifier d'erreur, quoi. Ouais, donc d'un point de vue pédagogique, ça aurait pu être un peu mieux, mais... C'est ça. Après, d'un point de vue pédagogique, quelle vidéo ne peut pas être mieux, quoi. Bah, c'est ça. Elles peuvent toutes être mieux. Après chaque vidéo... Donc où est-ce que tu mets où est-ce que tu mets ton curseur de et puis je vais pas take down ma vidéo pour la re-uploader avec une phrase en plus qu'il faudrait que je retourne, qu'il faudrait que je remonte. Non, ça a pas de sens. Ouais. C'est donc non, si tu as une alternative de comment est-ce qu'on fait, j'écoute, mais j'ai pas trouvé moi encore. Il y avait un moment, j'étais un truc de YouTube Educon à Londres où tu avais le Kurzgesagt, Philippe de Kurzgesagt qui disait qu'il était quasiment en train de supplier les gens de YouTube de permettre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on réupload une vidéo, nous, on a un nouveau URL, et puis du coup, ça fout en l'air tous les URL précédents. Et puis bon, c'est un peu chiant, les abonnés, ils reçoivent à nouveau la vidéo. C'est horrible. C'est chiant. Et du coup, ce qu'il proposait, parce qu'ici, Philippe de Courgosac, du coup, il suppliait quasiment les gens de YouTube de permettre juste de mettre une nouvelle édition de la vidéo, juste une mise à jour de la vidéo. Donc bon, après, à Kurzgesagt, comme ils font en voix off, c'est peut-être plus facile et ça passe. Enfin, il y a peut-être moyen de faire ça passer mieux. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est permettre aux vulgarisateurs, enfin n'importe quel youtubeur, j'imagine, mais de remplacer la vidéo actuelle par une nouvelle édition et qui serait par défaut. Et puis les gens pourraient quand même accéder à l'ancienne version, quoi, mais au moins ça conserverait l'URL. Pour moi, ce serait vraiment primordial parce que tous les journalistes là aujourd'hui qui sont des journalistes de web à l'écrit, ils peuvent éditer leur article. Et c'est super important de pouvoir éditer ces affaires parce que des fois, tu as dit un truc qui est pas faux, mais les gens l'ont tellement mal compris qu'il faut que tu reformules. Et juste une reformulation, ça fait passer ton article un article de merde à un article de grande qualité. Juste parce que tu as changé une phrase qui est le prémisse de tout, en fait. Comme moi, avec ma vidéo sur les chips, le prémisse de tout, c'était de dire, OK, on s'en fout du poids, on regarde que le volume. Je n'ai pas dit ce prémisse, ça invalide tout le reste de ma vidéo. J'exagère, ça invalide pas tout le reste de ma vidéo, mais pour certaines personnes, ça l'a invalidé. Donc, c'est tellement important de pouvoir éditer les vidéos, mais on peut pas. Parce que finalement, ce qui compte, c'est un peu l'impact sur les viewers, quoi. Et si les viewers décrochent... et puis un petit changement permettrait de changer ça. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir avoir de solution. Ouais, c'est très frustrant. Mais ils sont bien au courant du problème, mais je pense que c'est trop... je pense que les problématiques sont plus d'ordre légal que d'ordre technique. Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Parce que d'un point de vue technique, ça paraît assez simple de permettre juste... d'un point de vue technique, en tout cas, je pense qu'ils sont suffisamment compétents pour trouver la solution. D'un point de vue, je pense que c'est plus compliqué de dire vous avez vu cette vidéo, mais elle a changé depuis que vous l'avez vue. Donc, tu vois, quand tu la références, tu sais plus vraiment ce que tu partages. Et puis même, tu pourrais faire une vidéo qui a un gros impact et puis après changer le contenu et du coup à chaque fois qu'on fait référence à cette vidéo là la conclusion est complètement différente, tu vois. Donc je pense qu'il y a des problématiques un peu c'est peut-être pas si facile, mais parce que par exemple sur Archive là où pas mal de chercheurs mettent leurs articles, ils permettent la mise à jour d'un article en gardant la même URL, quoi.
Ouais, bah c'est ça. En gardant la même URL, ce serait bien. D'avoir plusieurs versions, ce serait très pertinent. Moi, je l'utiliserais. Hein. Il y aurait beaucoup de vidéos où je viendrais changer 2-3 trucs. Je joue que... Ouais, peut-être que certaines vidéos que je referai, mais c'est aussi quand même pas de travail de se replonger dans les anciennes vidéos. Ouais, c'est ça. Disons que si c'était disponible maintenant, j'aurais déjà réuploadé une nouvelle version de ma vidéo avec les changements que je voudrais. Et puis, genre, ce serait déjà réuploadé. Ça m'aurait rajouté 1 heure de travail et c'est tout. Ouais. Mais bon, ça n'existe pas. Ouais. Si on peut parler de ton livre aussi, donc tu as sorti un livre récemment. Oui. Tu as trouvé ça comment comme expérience d'écrire un livre? Très difficile. Ouais. C'était super dur. Ouais, en fait, déjà, j'avais une crainte avant de commencer à écrire le livre qui était, ça fait 5 ans que j'écris pour de l'oral, maintenant il faut que j'écrive pour de l'écrit. Et personnellement, moi, quand je lis, je n'aime pas lire de l'oral, j'aime lire de l'écrit. Et donc, mon grand questionnement, c'est est-ce que mon écrit sera suffisamment écrit et non parlé? Donc ça, c'était mon grand questionnement. Et après, pour les... donc j'ai tout écrit assez facilement, disons, toute ma première version. Et après, on a fait énormément d'allers-retours avec l'éditrice. Et qui a vraiment... en fait, j'ai pris en compte absolument tous ses commentaires. Parce que je la trouvais vraiment pertinente. Dès que j'avais mis quelque chose sous le tapis et soulevé le tapis, elle me disait « il y a un truc là ». Donc elle allait tout chercher. Et je la trouvais très pertinente, donc je l'ai vraiment écoutée. Quand elle m'a dit qu'il y avait des chapitres où elle s'ennuyait un peu, j'ai changé le chapitre au complet. Donc non, en fait, c'était difficile parce que ça a été intense et c'était pendant ma dernière année de thèse, donc ça faisait une petite cumulation qui n'était pas très agréable. C'est beaucoup de temps à écrire cette année. Cumul, pardon. Ouais, beaucoup de temps à écrire. Et donc j'étais sans arrêt en train d'osciller entre l'écriture pour de l'écrit, l'écriture pour de l'oral, l'écriture pour de la thèse. Et donc ce mélange de 3 types d'écriture, c'était désagréable d'avoir tout en même temps. Et donc voilà, donc ça n'a pas été une expérience facile, mais je suis quand même assez contente du résultat. Quand je rouvre le livre, je réapprends des trucs parce que j'ai déjà écrit. Ça m'arrive beaucoup. Ouais. Mais sinon, ouais, non, le résultat est satisfaisant. Le processus a été quand même assez difficile. Ouais. Est-ce que ça a été la même chose pour toi, d'ailleurs? Alors oui, c'était assez... c'était très différent, j'ai l'impression, parce que mon livre... j'écrivais mon livre vraiment comme une... j'ai l'impression que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais pas la même personne que je suis maintenant. J'ai tellement appris au fur et à mesure, et j'ai l'impression d'avoir c'était quasiment de l'exploration juste d'écrire le livre, et ça permet de mettre un peu, d'essayer d'exprimer des idées. Et puis bon, j'ai énormément découvert de choses, donc il fallait réussir à tout combiner et tout ça. C'était long et laborieux, mais j'ai trouvé ça très instructif. J'ai énormément appris en écrivant mon livre. Est-ce que toi, tu as eu beaucoup de retours d'éditeurs ou il a pris un peu tel quel ton manuscrit? Non, j'ai quasiment pas eu j'ai très très peu de retours d'éditeurs. Il a repris tel quel. Bon, j'ai eu des corrections orthographiques mineures. Après, est-ce que ton éditeur comprenait ce que tu écrivais? Non, je pense globalement c'était un peu compliqué. C'est le problème, je pense. Mais du coup, j'ai pu échanger avec des amis, quoi. Je leur ai montré des chapitres. Et du coup, c'était très intéressant de ce côté-là aussi. En tout cas, c'était un exercice assez différent que je trouvais assez intéressant et qui apporte un truc différent, on va dire. Moi, mon éditrice, elle comprenait tout ce que j'écrivais. Donc déjà, ça aide beaucoup. Et après, juste au moment de la finalisation, elle est partie en vacances. Et là, je me suis retrouvée avec d'autres personnes pour parler de la couverture et du 4e de couverture. Et je me suis heurtée au fait que... à toutes les illustrations dans le livre. Et je me suis heurtée au fait que les gens étaient terrorisés à l'idée de faire une image pour un bouquin scientifique. Et donc, je leur disais, là, ce serait bien d'avoir une image qui représente ça. Et là, ils disaient, non, mais je sais pas, est-ce qu'il faut que mon trait il fasse 2 cm ou 3 cm? Est-ce qu'il faut qu'il remonte? Et donc, en fait, comme ils lisaient pas le texte et qu'ils avaient juste un petit croquis de ma main pour voir à quoi ça ressemblait, ils faisaient exactement mon croquis, donc exactement ce que j'avais fait moi, finalement. Il n'y avait aucun intérêt à avoir un illustrateur.
Et donc, ils étaient terrorisés par le fait que ce soit de la science et qu'ils disent des conneries. Et finalement, je me suis retrouvée à faire l'essentiel de toutes les images de mon livre. C'est moi qui les ai faites. Ouais. Et pour la couverture, j'ai pas mal lutté et c'est moi qui ai trouvé l'image de la couverture aussi. Parce que ils avaient, je sais pas, là, il y avait une peur de la science qui était dommage, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu peux présenter un petit peu ton livre, du coup, en profiter un peu. Oui. Donc, mon livre, c'est l'idée de base. Moi, je voulais qu'il s'appelle À quoi ça sert. Ouais. Mais ça a été refusé par la maison d'édition parce qu'ils trouvaient que ça faisait un petit peu trop tutoriel. Mais l'idée, c'est vraiment à quoi ça sert les notions qu'on a apprises au niveau collège. Ouais. Donc, les notions de maths, physique et chimie. Donc, par exemple, à quoi ça sert, je sais pas, d'apprendre ce que c'est la pression, à quoi ça sert d'apprendre ce que c'est le pH, etc., etc. Et donc, chaque chapitre va être découpé en 2 parties. Donc, par exemple, pour le pH, c'est la première partie du chapitre, ça va être à quoi ça sert dans la vie quotidienne. Ouais. Et la deuxième partie du chapitre, ça va être à quoi ça sert dans le milieu de la recherche. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de relier les deux, de montrer que les notions qu'on voit au collège, elles sont à la fois utilisées dans notre quotidien et en recherche, parce que c'est pour montrer que la recherche, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste qu'on a accumulé énormément de notions ensemble, donc tout ensemble, elles forment un corpus qui semble complexe, mais prises individuellement, elles sont toutes basées sur des choses qu'on a appris au niveau du collège. Et donc, je voulais vraiment faire ressortir ça en mettant toujours ces 2 aspects dans chacun des chapitres. Et puis, pour ceux qui se souviennent plus que c'est le pH ou la racine carrée ou je ne sais trop quoi, il y a toujours des petits encarts qui rappellent la partie cours pour rappeler ce que c'est. Ouais. Mais ça se lit vraiment pas comme un livre de cours, c'est vraiment un livre de vulgarisation. Et il y a juste un tout petit encadré à sauter si on connaît déjà le sujet, Ouais. si jamais on se souvient plus ce que c'est le pH, quoi. Ouais, trop cool. J'en profite aussi pour te demander, comment est-ce que tu décrirais ta chaîne YouTube? En général, je laisse les gens le faire. Ok. C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à décrire ma chaîne YouTube. La définition la plus honnête et réaliste, mais qui reste un peu vague, c'est que on parle de sujets scientifiques qui m'intéressent. Ok. Ça reste très vague. Dans la réalité des faits, on est plus souvent sur de la physique mécanique. Ouais. Je parle quasiment jamais de chimie, quasiment jamais de maths, rarement de bio. Et donc, on est plus souvent physique mécanique et souvent physique du quotidien aussi. J'aime beaucoup les ouvertures de paquets. J'aime les choses très terre à terre, quoi. Le carton. J'aime les choses terre à terre. De quoi? Les ouvertures de sachets, le carton. Ouais, c'est ça. Combien d'air dans les chips. Enfin bon, on est vraiment dans la physique du quotidien. Et parce que c'est ça, moi, en fait, finalement, quand je me suis arrêtée dans mes études en physique, j'ai pas eu le temps d'aller dans tout ce qui était mécanique quantique, tout ce qui était de la haute physique, on va dire. Et je suis beaucoup moins intéressée, peut-être parce que j'ai jamais suivi de cours dessus, mais par toutes ces choses-là, parce que je trouve qu'on les comprend moins bien. Ouais. Moi, en tout cas, à mon échelle à moi. Hein. Et vulgariser, c'est déjà un exercice très difficile. Ouais. Alors, vulgariser un sujet qu'on ne maîtrise pas, enfin, là, on part dans des niveaux de difficulté incroyables. Ouais. Et donc, selon moi, je trouve ça déjà suffisamment difficile de vulgariser pour m'arrêter aux choses que je sais, quoi, que je maîtrise déjà. Ouais. Et même quand on vulgarise des choses qu'on maîtrise déjà, on se rend compte qu'en fait, il y avait encore plus de couches, que finalement, on maîtrisait peut-être pas le sujet tant que ça. Et donc, on se rend compte que même avec de la physique de base, on n'a pas une compréhension à 100% de la mécanique. Alors, si on s'en va pour vulgariser de la physique quantique, il y en a qui le font très bien, mais c'est juste que moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Si je m'en vais pour vulgariser de la physique quantique, déjà, il faut que j'arrive à la comprendre et à la comprendre à un niveau où je me sens suffisamment à l'aise pour vulgariser. Ouais. Et ce niveau où moi, je me sens à l'aise est trop élevé. Ouais. Je peux pas l'atteindre. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand je vulgarise des sujets où je ne suis pas experte, je suis obligée de parler à quelqu'un et de faire parler cette personne à ma place parce que je me sens pas de le faire, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est vraiment plus compliqué. Je pense que c'est assez différent parce que la physique est un peu plus théorique et du coup un peu plus plus mathématique et du coup, c'est des principes assez simples alors que si on regarde
des trucs de physique du quotidien, parfois, notamment, je pense à ton épisode sur les ouvertures faciles. Il se passe des phénomènes quand même assez c'est difficile à anticiper, assez surprenant. Ouais, tout à fait. Mais en fait, moi, je me base sur le fait que est-ce que je suis capable de comprendre les équations? Ouais. Et si je prends les équations de mécanique quantique, très clairement, les équations, je suis pas capable de les comprendre. Les équations pour l'ouverture facile, je les comprends jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que au moins les équations de départ, je les comprends. Et les dernières équations qui rentrent vraiment dans le cœur, le corps du sujet, ce dont je ne parle pas dans la vidéo, celles-là, je commence à plus les comprendre. Mais du coup, je vulgarise jusqu'au niveau où je comprends. Et pour moi, la compréhension de l'équation est super importante parce que si je comprends l'équation, il y a de bonnes chances que je comprenne correctement le phénomène. Peut-être pas dans toute sa complexité et tout ça, mais au moins je comprends son phénomène. Donc si l'équation de base, je la comprends pas, là je transpire un peu, j'ai un petit peu de mal à prendre le sujet, à choisir de ce sujet-là pour le vulgariser toute seule. Ça veut dire que je vais avoir besoin d'un expert avec moi, quoi. Ah, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je me suis un peu fixé aussi cette règle, hein, c'est au moins, parce que si on part pas des équations, c'est tellement facile de faire un contresens ou de dire. Exactement. Ouais. Et puis, après, il y en a pas toujours des équations aussi, c'est compliqué. Tu vois, pour la vidéo donc sur les chips, je reviens sur elle parce que je l'ai publiée hier, donc c'est tout frais. Mais il n'y a pas vraiment d'équation. C'est, tu sais, je plonge mes chips dans un bac d'eau, puis je regarde le volume qui monte. Mais je veux dire, c'est juste une formule de volume, mais ça représente pas l'entièreté du phénomène. Donc je sais que cette équation de départ est biaisée, elle représente juste une toute petite partie. Donc la grande question, c'est ok, j'ai une équation qui représente juste une toute petite partie du phénomène que je suis en train d'expliquer. Est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer dans l'explication de tout le phénomène, tu vois? Et puis, et puis sinon, le truc qui est vraiment cool dans tes vidéos, c'est le côté très, très expérimental, souvent. Tu fais vraiment des trucs, contrairement à un théoricien comme moi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma formation aussi. Hein. J'ai fait ma maîtrise, c'était de l'expérimental. Mon doctorat, c'était de l'expérimental. Le fait aussi d'aller en école d'ingénieur et pas de poursuivre en recherche, ça fait qu'on devient beaucoup plus pratico-pratique que théoricien. Quoi. Donc, j'ai pas les bases théoriques pour faire le centième de ce que tu fais, quoi. En parlant de pratico-pratique, du coup, sur la 4e de couverture de ton livre, la première question qui est posée, c'est à quoi sert la trigonométrie? Du coup, tu as répondu quoi à cette question? Oui, ça y est, ok. Donc, je suis allée chercher mon livre pour répondre à la question parce que ne me souvenais déjà plus de ce que j'avais dit dans le livre. Donc, en fait, pour la trigonométrie, je voulais ne pas parler de tout ce qui est bricolage, parce que c'est l'application première en général. C'est qu'on va venir parler de la surface de son jardin, de faire un meuble et tout, de faire une étagère. Et là, il y a Pythagore et Thalès qui reviennent assez facilement. Et je voulais pas prendre cet exemple-là. Donc, à la place, j'ai pris un autre exemple qui est comment est-ce qu'on projette une sphère sur un plan. Donc, en fait, le cas de notre map monde. Et comment est-ce que le fait que toutes les maps mondes qu'on a sont fausses parce qu'on ne peut pas avoir une sphère qui est projetée sur un plan. Et donc, je parle de la projection, c'est-à-dire de la transformation d'une coordonnée qui est sur le globe en une coordonnée qui est sur un plan en 2 dimensions. Donc, j'utilise finalement la trigonométrie par le biais des projections. Voilà. Ah, c'est super chouette. J'y absolument pas pensé, mais c'est super chouette du coup. Un bon point, D'ailleurs, ça m'a fait penser, encore une fois, j'arrête pas d'en parler, mais dans ma vidéo de chips, pour calculer mon volume, moi j'avais un bac qui était conique, et donc il fallait que je calcule mon volume d'eau déplacé, mais comme il est conique, il y a une différence de volume à prendre en compte, que j'ai calculé, et du coup j'ai eu besoin de Thalès dans cette expérience-là, donc là j'étais contente de me dire, ah ben ça sert à quelque chose, la trigonométrie. Et quel serait le truc que tu penses être le plus génial que tu as appris en écrivant ton livre? Ah, bonne question. Je vais rouvrir mon livre. Je pense que c'est tout ce qui est lié aux ondes.
Parce que c'était mon sujet préféré quand j'étais à la fac. Ouais. J'avais eu un super prof de physique des ondes qui est décédé d'un cancer maintenant aujourd'hui. Mais j'ai toujours son PDF de cours et je l'ai gardé longtemps sur ma table de chevet. Et j'adorais vraiment, vraiment son cours de physique des ondes. Et depuis, je reste assez fascinée par toute cette physique-là. Et donc, dans mon livre, il y a une partie sur les ondes sonores et sur le fait que j'habitais à 10 mètres d'une voie ferrée pendant longtemps et qu'il fallait, il fallait essayer d'insonoriser l'endroit où j'habitais pour arriver à dormir malgré le passage des trains. Et quand je dis que j'étais à 10 mètres, là, c'est littéralement 10 mètres. J'étais vraiment sur la voie ferrée, enfin sous la voie ferrée. Et donc, il y a toute une partie sur, c'est ça, la physique des ondes sonores. Et il y a un acousticien que je connais à Montréal. Je vais aller tourner avec lui d'ailleurs dans une maison symphonique. Et il est passionnant, en fait. Donc, le sujet est passionnant et lui aussi, il regorge d'informations. Donc, à chaque fois que je le rencontre, j'apprends des tas de choses sur le son. Et je trouve ça... moi, la physique des ondes, c'est vraiment un domaine que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas experte dedans, mais je l'apprécie beaucoup. Et du coup, il y a un truc en particulier en physique des ondes que... C'est ça, c'est comment est-ce que tu peux insonoriser ta maison, ou plutôt comment est-ce que tu ne peux pas insonoriser ta maison pour t'isoler de tes bruits des voisins. Donc c'est sur l'absorption des ondes dans certains matériaux selon leur rugosité, selon leur densité. Donc ce genre de choses. Donc c'est le tout premier chapitre de mon livre, je pense que c'est mon chapitre préféré. Ok, cool. À jeter, jetez-y un œil plutôt. Si. Sinon, tu donnes aussi régulièrement des conférences? Ouais, alors je donne régulièrement, c'est pas régulier, genre tous les mois, mais ça arrive de temps en temps. Donc je donne une conférence sur comment un IRM fait une image, donc un appareil d'imagerie qu'on a en hôpital. Et je la donne essentiellement à l'université du 3e âge, qui est le meilleur public qui soit. Donc il y a une université qui est vraiment pour les gens de plus de, je pense, c'est 60 ans et plus. Et donc je me retrouve avec une salle avec peut-être 40 personnes avec des cheveux grisonnants. Ok. Très, 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 très grisonnants, même. Et avec des ambulateurs et tout ça. Et je leur explique la physique de l'IRM. Et je vais jusqu'à expliquer le spin et à expliquer l'encodage de phase et ce genre de choses. Et j'y vais très, très doucement et très... En tout cas, j'ai des bons retours avec eux. Donc cette conférence-là, c'est vraiment une conférence que j'apprécie beaucoup parce que c'est des gens qui ont choisi d'être là, qui veulent apprendre. Et donc c'est super agréable parce que tu sens qu'ils ont compris à la fin. Évidemment, ils pourront pas te le ressortir, mais ils ont compris mon fil conducteur. C'est le plus important. Donc il y a cette conférence-là. Après, je donne aussi des formations YouTube parce que mine de rien, comme on n'est pas très nombreux au Québec à faire des vidéos de vulgarisation scientifique, il y a une demande de ok, mais comment est-ce qu'on fait des vulgarisations scientifiques? Et donc là, pas plus tard que cette semaine, la semaine dernière, en tout cas il y a quelques jours, où j'ai donné une formation de 2 heures à des gens qui veulent apprendre à faire des vidéos de science. Et donc j'ai fait ça aussi plusieurs fois l'année dernière et l'année d'avant. Donc voilà, ce genre de choses. Ok. Là, je suis perturbé encore par cette histoire de l'université du 3e âge. C'est quelque chose à Montréal, c'est ça? Non, je crois que ça existe dans tout le Québec. Ok. En tout cas, moi, à chaque fois, je dois prendre la voiture pour sortir de Montréal, donc c'est pas forcément sur l'île de Montréal. Ok. Mais non, il y en a vraiment beaucoup. Ok. Donc il y a pas mal d'universités comme ça du 3e âge. Ouais. Ok. Ouais. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Mais la salle de l'université du 3e âge est dans un centre funéraire. Ah. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Bon, les autres, c'était dans des bibliothèques, celle où je suis allée, mais le premier, c'était aussi dans un salon funéraire. J'ai trouvé ça... Ouais, je trouvais qu'ils auraient pu choisir un autre endroit. En tout cas, je trouve ça vraiment trop cool comme idée. C'est trop bien. Ils sont beaucoup... il y a beaucoup de gens dans le public? Écoute, à chaque fois, j'ai quelque chose comme 50 personnes dans le public. Okay. Donc, c'est très sympa. Ok. Très cool. Ils ont des sessions de, je pense, une douzaine de semaines. Attends, non, ça fait trop. Si. Ils ont une session d'hiver de 12 semaines, une session d'automne de 12 semaines. Ouais. Et ils ont un cours tous les mercredis pendant 2 heures. Ok. Avec des conférenciers.
Très chouette. Ouais. Et le but du jeu, c'est d'arriver à avoir personne qui dort. Et ça, c'est dur quand même. Ouais. Ils sont pas trop agités au moins. Non, ils sont pas trop agités, ça va. Et donc je rebondis sur l'autre truc que tu as dit. Donc tu donnes des conseils pour faire des vidéos YouTube. C'est quoi les conseils que tu donnes du coup? Alors, c'est surtout sur la production, en fait, sur l'aspect réalisation de vidéos. Ouais. Je donne pas tant de conseils sur l'aspect vulgarisation, parce que je considère que l'aspect vulgarisation, c'est exactement les mêmes problématiques qu'on soit en vidéo, à l'écrit, à l'oral, en conférence, on va avoir exactement les mêmes problématiques. Mais par contre, c'est l'aspect vidéo qui est souvent compliqué, parce qu'on a besoin de maîtriser 125 métiers pour arriver à sortir une vidéo. Ouais. Donc l'idée, c'est d'arriver à donner les compétences de base, ou du moins les connaissances de base de chacun des métiers pour arriver à une production finale, quoi. D'accord. Donc c'est plus de ce côté-là que je donne des formations. D'accord. Du coup, juste pour faire profiter aux auditeurs qui pourraient être intéressés par lancer leur chaîne YouTube, quels sont les aspects importants de la production d'une vidéo? Alors attends, je vais rouvrir mon document de formation vidéo. Parce que, alors, j'ai vraiment une mémoire très mauvaise. Donc, si je suis pas préparée, que j'ai pas mes documents sous les yeux, j'ai rarement grand-chose à dire. Donc, l'aspect compétences, je parle un petit peu de l'équipement vidéo et à quel point c'est important ou pas, et plutôt pas, d'avoir une belle image. En fait, l'investissement financier qu'il faut faire, quoi. Ouais. Et selon moi, si on a un ordinateur et un smartphone à 50 $, donc 30 €, on peut déjà faire des vidéos suffisamment correctes. L'idée étant de s'acheter un micro, Ouais. parce que c'est vraiment le son qui va être le plus important. Donc ça, c'est au niveau du matériel, ça va être vraiment surtout le son. Ah, ça c'est le conseil aussi que je donne souvent pour ceux qui veulent lancer leur chaîne YouTube, c'est acheter un micro et puis après lancez-vous. Exactement. Après, c'est de comprendre sa caméra, de comprendre un petit peu comment fonctionne la lumière, parce que mine de rien, même avec une mauvaise qualité d'image, ou du moins une moins bonne qualité d'image, parce que maintenant les téléphones font quand même des belles images, c'est de pas avoir un look trop amateur. Et pour pas avoir un look trop amateur, c'est d'avoir une lumière qui est exposée au bon endroit, c'est-à-dire de pas avoir complètement de pas être trop surexposé ou sous-exposé au niveau du visage, si on fait de la face caméra. Donc ça, c'est déjà une des choses, de pas avoir trop d'espace au-dessus de sa tête, parce que ça fait vraiment un look amateur quand on a vraiment un gros vide au-dessus de sa tête sur l'image. Au niveau du cadrage, d'être avec la règle des tiers, d'avoir les yeux à un tiers de la hauteur de l'image. Ce genre de choses, comment choisir son micro, quel micro choisir, où le placer. Donc voilà, ce genre de formation que je donne. Ok. Et tu fais pas du coup d'initiation à la vulgarisation en tant que telle? Ben, en fait, c'est que on me demande beaucoup. La demande que j'ai, c'est vraiment sur faire des vidéos de vulgarisation. Ouais. Et pour moi, la partie difficile de faire des vidéos de vulgarisation, c'est faire des vidéos. Ok. Tandis qu'en fait, la vulgarisation, c'est pas que c'est facile, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est que si tu veux faire une vidéo de vulgarisation, j'ose espérer que tu maîtrises déjà la partie vulgarisation. Ouais. Et donc, que la difficulté, finalement, vient du fait de passer au format vidéo. Si on maîtrise pas déjà le format vulgarisation, faire une vidéo de vulgarisation, c'est overkill, quoi. C'est beaucoup trop d'efforts pour un message qui va pas passer. Ouais. Donc, la gestion de la vulgarisation, en fait, pour moi, elle doit venir avant la question de comment faire une vidéo. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on me demande « explique-moi comment faire une vidéo de vulgarisation », mais je pars du principe qu'on sait déjà vulgariser. D'accord. Et... Ce qui est certainement un principe qui est pas bon, mais je peux pas faire genre cette formation-là, elle dure 2 heures déjà sur comment faire une vidéo. Bah, ça va me prendre un autre 2 heures pour expliquer la vulgarisation, quoi. Ouais. Et du coup, si tu veux donner des conseils pour s'initier à la vulgarisation, qu'est-ce que tu as? Alors, le conseil numéro 1, c'est celui que vous allez trouver dès que vous allez taper le mot comment vulgariser, c'est connaître son public. Ouais. C'est vraiment la première chose à faire. Et c'est la même chose en vidéo, on me dit « Ah, mais
En vidéo, c'est différent, les gens, ils n'ont pas le même temps qu'à l'écrit, tout ça, mais c'est exactement la même chose en fait. Si on connaît le public qu'il y a sur YouTube, on sait qu'il ne faut pas utiliser le même ton que sur lemonde.fr. Ou du moins, c'est qu'on va rejoindre un autre type de personnes sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de public sur YouTube. Mais à qui est-ce que je veux m'adresser? Moi, je veux m'adresser à des jeunes curieux de science et ouverts. Donc, et tout ça va prendre en compte que peut-être qu'il faut que je fasse des références à la pop culture. Peut-être qu'il faut que je parle de façon légère, pas trop avec le costard-cravate devant un tableau, parce que c'est pas cette image que je veux donner. Donc, en fait, c'est à partir du moment où on sait quelle image nous on veut donner et à qui on veut parler, la façon dont on produit sa vidéo va découler de ça, en fait. Donc, la première étape de vulgarisation, c'est connaître son public. Donc, une fois que tu connais ton public, tu sais comment tu vas devoir aborder les choses. Si tu sais que ton public n'est pas un expert en physique fondamentale, peut-être qu'il va falloir que tu définisses ce que c'est la mécanique quantique. Si tu t'adresses à quelqu'un qui est déjà un expert en mécanique quantique, peut-être tu n'as pas besoin de passer par cette étape de définition-là. Et absolument tout va découler de la connaissance du public à qui tu t'adresses. Et pour moi, c'est vraiment le conseil numéro 1. Et c'est le conseil numéro 1 dont on ne soupçonne peut-être pas toutes les ramifications. Parce que on se dit connaître mon public, ok, c'est des jeunes. Ok, des jeunes, je vais parler comme ça. Oui, non, mais c'est des jeunes qui savent quoi? Est-ce qu'ils savent ce que c'est une molécule? Est-ce qu'ils savent ce que c'est une addition? A priori, oui. Mais on ne sait pas à quel point est-ce qu'ils sont jeunes. Est-ce que c'est des jeunes ou est-ce que c'est des jeunes moyens jeunes ou est-ce que c'est des jeunes vieux? Donc la définition de son public, ça ne passe pas juste par connaître la tranche d'âge, mais ça passe aussi par le fait de savoir ce qu'ils savent. Ce qui est très difficile à déterminer. Et une fois qu'on suppose qu'ils savent ça, il faut arriver à tourner son discours à partir de ce point-là. Et c'est pas forcément facile quand on a plus de connaissances que le public à qui on s'adresse, de se rendre compte qu'il faut définir tel ou tel terme. Donc, si tu pouvais revenir dans le passé et donner des conseils à ton toi qui lance sa chaîne YouTube, t'insisterais sur ça? Non. Je donnerais pas de conseils à mon vieux moi. Je trouve non, je suis contente du parcours et non, en fait, je pense que si aujourd'hui j'ai les conseils que je peux donner, je les ai, c'est parce que justement j'ai fait plein d'erreurs. Et que je continue d'en faire. Ma vidéo d'hier sur les chips, où j'ai pas dit ce satané morceau de phrase, c'est une erreur. Et donc on apprend de ses erreurs et je pense qu'en fait, à un moment donné, il faut se sortir de tous les conseils, se sortir de tous les cours et juste produire. Et quand tu produis quelque chose et que tu te rends compte avec le feedback des gens que tu as produit quelque chose qui est pas, ou du moins où il manquait une définition, où les gens n'ont pas compris, c'est là que tu apprends. C'est là que tu te rends compte ce que ça veut dire de connaître son public. C'est bien beau de dire, il faut que tu connaisses ton public, mais ça ne veut rien dire tant qu'on ne s'est pas planté. Donc, non, en tout cas, moi, je suis une grande partisane de l'apprentissage par l'erreur. Apprendre en faisant. Et du coup, quelles sont les grandes erreurs récurrentes que tu faisais? Oh, et que je fais toujours. Le trou dans le son, c'est parce que je réfléchis. Les grandes erreurs que je faisais. Depuis que je fais des vidéos, j'ai surtout appris à produire mes vidéos. Donc il y a vraiment beaucoup d'erreurs liées à la vidéo. Après, à la vulgarisation, quelque chose qu'on me reproche beaucoup à l'étape de relecture du texte, c'est que souvent je ne mets pas assez en avant les résultats. Parce que moi, je suis très intéressée par la méthode, en fait, par le fait d'arriver au résultat. Mais les résultats en eux-mêmes, finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et donc, souvent, j'ai ce biais-là, qui est que les gens, quand ils viennent regarder une vidéo, ils viennent pour avoir la réponse à une question. Et si moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus et pas la réponse à la question, mais je ne satisfais pas l'audience derrière. Donc, il faut que je mette... et maintenant, j'ai un effort conscient quand j'écris mes vidéos
OK, il faut que ma section résultat soit claire et il faut qu'à la fin, on ait une réponse à la question. Ok, Et ça c'est un peu étrange, mais j'ai tendance à dire oui, donc c'était 3%, bye. Ouais. Mais non, il faut mettre l'emphase, il faut vraiment dire donc la réponse à la question c'est pour que les gens aient le cerveau prêt à recevoir la réponse, pardon. Ouais. Mais si tu dis donc c'était 3% et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, les gens ont pas calculé qu'ils ont eu la réponse. Ouais. Donc il faut mettre plus d'emphase là-dessus. Moi, c'est ma tendance, c'est que j'ai vraiment tendance à pas assez donner la réponse de façon vraiment très claire. C'est-à-dire qu'elle y est la réponse, mais fiou, si tu l'as loupé, tu l'as loupé. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que alors peut-être en effet, juste dire en une phrase, ça passe pas très bien, mais parce qu'à l'inverse, je trouve que beaucoup de vulgarisateurs donnent beaucoup trop d'importance aux résultats de la science et pas assez. Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce résultat Du coup, j'aurais tendance à faire la critique inverse à pas mal d'autres vulgarisateurs. Mais c'est vrai que après, c'est mon biais à moi, quoi. C'est que moi, je suis vraiment un expérimental à la base. Et la raison pour laquelle j'aime l'expérimental, c'est pour faire l'expérience. Ma partie préférée, c'est faire l'expérience. La partie des résultats, c'est comme, ben voilà, ça fait ça. C'est quoi la prochaine expérience? Donc, en fait, c'est mon biais à moi, quoi. Ouais, je dirais la même chose. Je suis théoricien et ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement, les arguments, la démonstration du théorème, si c'est un théorème. Ouais. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu fais des relectures de script? Pour d'autres gens? Pour toi et pour d'autres gens aussi. Est-ce que je fais relire mon script, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors, oui, toujours, systématiquement, je fais relire au moins une personne, qui n'est pas forcément du domaine, mais qui juste pour qu'ils me disent est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on comprend où est-ce que je m'en vais, est-ce qu'on comprend les tenants, les aboutissants. Donc, systématiquement. Après, au niveau des experts, ça va dépendre des vidéos. Les vidéos où il y a un expert, c'est qui est présent à la caméra ou qui m'a aidé pour faire le contenu, c'est certain qui relit le script. Si je suis sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, de toute façon il y a un expert, donc oui, il y a une relecture. Si je suis sur un sujet que je maîtrise, j'ai juste une relecture de, comme je disais, avec une personne qui va relire si ça se tient, quoi. Ok. Et tu as eu des problèmes de fiabilité de ce que tu disais avant, enfin des trucs que tu regrettes ou tu veux dire des erreurs? Des erreurs. Ah ouais, tout le temps. C'est en fait il faut quantifier ce qu'on appelle une erreur. Et à partir de quand est-ce que c'est considéré comme une erreur? Pour moi, une erreur est une erreur grave, pardon, quand la personne qui a vu la vidéo ressort avec le message faussé. S'il y a une erreur factuelle qui ne change pas le message, c'est une erreur toujours, mais c'est une erreur qui n'est pas si grave. Ouais, je suis d'accord. Et c'est une erreur que je ne vais pas chercher à corriger, qui ne va pas justifier un réupload de la vidéo, par exemple. Si l'erreur est au point où ça change le message, ça justifie de take down la vidéo et de la réupload. Et ça, j'ai jamais eu le changement de message. Mais par contre, des erreurs factuelles, oui, j'en ai eu plusieurs, quoi. J'en ai eu plusieurs. Mais rien qui justifie. Si, il y a une vidéo que j'ai take down, qui est ma deuxième vidéo de la chaîne d'il y a 5 ans, où un truc sur l'aérodynamique des ailes d'avion, où j'ai dit une connerie au milieu. Je sais plus ce que c'était, mais j'ai dit une connerie, et donc celle-là n'existe plus sur ma chaîne. Mais et puis à ce moment-là, de toute façon, j'avais même pas 100 viewers, donc j'ai pas dû influencer trop de gens. ça. Et donc, tu as récemment participé aussi à la chaîne YouTube Vortex. Oui. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est et comment ça s'est passé? Alors, c'est un projet, on a fait la semaine de tournage en début septembre dernier, donc septembre 2018, et donc c'est un projet que Léo avait lancé. En fait, de ce que je comprends, c'est Arte qui avait contacté Léo et en lui disant hey, on fait une série ensemble, et Léo a plus ou moins répondu ouais, je préfère qu'on fasse plutôt une colloque de vulgarisateurs plutôt que de faire une série moi tout seul. Et donc c'est un projet qui a mis énormément de temps à se monter, et finalement la première saison est arrivée. Donc on était 4 youtubeurs, donc Léo de Dirty Biology, Clotilde de Passé Sauvage, les post-process, donc on les appelle un youtubeur mais c'est 3 gars, et puis donc moi.
Et on est allé tourner chez le producteur, donc Ronan, qui est celui qui fait le Nesblog. Et donc c'était lui qui produisait la vidéo, et on est allé tourner chez lui pendant une semaine. Et on avait 3 scripts chacun qu'on a envoyés à Arte. Puis donc c'est Arte qui finance, qui est producteur exécutif de cette série. Et tout est publié donc sur une chaîne tous les mercredis à 18h, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et en ce moment, la saison 2 est en production. Je crois qu'ils ont déjà tourné, ils ont déjà fait leur semaine de tournage avec la saison 2. Et donc voilà, donc ça avance bien. Je crois qu'ils sont quasiment à 100 000 abonnés déjà sur le Vortex, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un bel accueil. T'as bien aimé travailler avec pour Vortex Ah C'est compliqué de répondre. Disons qu'on a essuyé les plâtres, ouais. mettons. Le tournage s'est bien passé, je suis vraiment contente du résultat. La communication avec Arte a été un peu compliquée. Ouais. Et j'irai pas beaucoup plus loin maintenant, Okay, mais disons que l'important c'est d'être content du résultat. Et c'est cool parce que le projet continue, puis je pense que la saison 2, vraiment, ils ont vraiment pris en considération tout ce qui avait bloqué avec nous à la saison 1. Ouais. Et donc je pense que pour eux ça s'est vraiment bien passé. Donc après c'est juste une affaire d'ajustement. On est avec des gens qui ont l'habitude de produire de la télé, Ouais. et versus des gens qui ont l'habitude de travailler tout seul. Ouais. Donc à un moment donné il faut trouver un terrain d'entente. Donc ce terrain d'entente, nous on a essuyé le plâtre, et maintenant je pense qu'ils l'ont trouvé. Okay. Je pense qu'ils ils arrivent à travailler correctement. Mais non, pour nous, ça a pas été si facile que ça, quoi. Ok, d'accord. Mais le résultat est bien, donc c'est ça qui est important. Ouais, ouais. Collaborer avec d'autres institutions, c'est pas toujours facile. Non, ouais, c'est ça. Mais je pense que tous les gens s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont déjà travaillé pour d'autres personnes, ils savent le genre de problématiques auxquelles je fais référence. Okay. Ouais. Et donc là, maintenant, tu t'es lancé à temps plein dans la vulgarisation? Bah ouais, on va essayer ça. Ouais. On va voir ce que ça donne pendant quelques temps, puis je réaviserai dans quelques mois, quoi. D'accord. Donc on verra. Bon courage pour ça. Ouais, merci. Ouais. T'as d'autres projets que t'as pas encore mentionnés en ce moment de vulgarisation ou... Non, pas vraiment. Okay. Je suis pas sur un projet de livre, je suis pas sur un projet de documentaire, je suis pas sur un projet. Non, pour l'instant, c'est juste ma chaîne, ça va être un petit peu l'objectif. L'idée, c'est de la rendre la plus rentable financièrement, Ouais. le plus rapidement possible, pour essayer de m'en extraire un peu. Ouais. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment pouvoir embaucher une personne qui fasse toutes les tâches qui me gonflent dans la partie de production vidéo. Ouais. Et puis me rémunérer un peu quand même aussi, ouais. Tant qu'à y être. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à monter une équipe, parce que je travaillerai pas toute seule toute ma vie, je peux pas envisager ça. Ouais. Donc on verra si j'arrive à la rendre viable financièrement. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre un gros coup pour arriver à la rendre viable pour au moins 2-3 personnes, quoi. Okay. Ce serait l'idée. Est-ce qu'il y a des parties que t'aimes pas dans la production de vidéos? Ouais, c'est toute la partie, déjà être seule au tournage, c'est insupportable. Je recommence souvent les tournages parce que le focus, je pensais qu'il était bon, puis il était pas bon. Ouais. Toute la partie pré-montage qui est chiante. Toute la partie de gestion de la chaîne, tout ce qui est administratif, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est comptabilité et tout ça, moi, ça me sort par les trous de nez. Donc toutes ces parties-là, en fait, il y a des gens qui savent très bien le faire et qui sauraient mieux le faire que moi. Ouais. Donc je trouverais ça pertinent qu'il y ait des gens qui le fassent à ma place, quoi. Ok, cool. Donc voilà. Parce que, du coup, pendant ton doctorat, tu as eu des expériences d'enseignement? Oui, tout à fait, ouais, j'ai enseigné pendant 3 ans. Ouais. Et du coup, c'est pas un truc qui te tente, ça, l'enseignement? Si, mais pas... disons que si j'avais le métier que je voulais dans la vie, ouais. Je ferais la moitié de ma semaine de la recherche et l'autre moitié de ma semaine de la vulgarisation. Okay, ouais. Mais pour moi, la vulgarisation ou l'enseignement, c'est des domaines tellement proches, ouais. Que c'est soit l'un, soit l'autre. Okay. Parce que moi, j'ai un besoin de produire de la science, en fait. Ouais. La vulgarisation, on ne produit pas de la science. Ouais. On produit juste la cerise qui est sur le gâteau. Ouais. Et moi, j'ai quand même un besoin de produire le gâteau aussi. Okay.
Et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment me libérer du temps, d'où l'idée de rendre la chaîne rentable financièrement pour faire vraiment de la science, quoi, pour faire vraiment de la recherche. Mais pour moi, c'est soit l'enseignement, soit vulgarisation. Je fais soit l'un, soit l'autre. Ou alors j'arrive à partager mon temps entre vulgarisation et enseignement, mais pas les deux en même temps, quoi. Ok. Ça ferait trop. Est-ce que du coup, tu comptes faire encore un peu de recherche à côté ou J'aimerais bien, mais pas tout de Ok. suite, non. Je vais d'abord essayer. Je donne un gros coup sur la chaîne avant. Ouais. Et si j'arrive à la rendre viable financièrement, j'aimerais bien arriver à me libérer du temps grâce à cette viabilité financière pour faire de la recherche. Ok. Donc il y en a qui sont chercheurs et vulgarisateurs sur leurs heures perdues. Tu veux faire un peu Moi, c'est inverse. l'inverse. Ouais. Ok. Donc on verra. Et toi, ça ne tentait pas de continuer la recherche directement? Tu préférais lancer? Bah, en fait, si tu veux, j'ai une chance maintenant de lancer ma chaîne à temps plein, Ouais. donc je la prends maintenant. Ça veut pas dire que je retournerai pas en recherche un jour, hein, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, j'aime toujours la recherche et je crois toujours beaucoup à ce qu'on a apporté dans le domaine scientifique. Donc non, moi, c'est vraiment ce qui me botte. Ce qui me botte. Pour moi, vraiment, la vulgarisation, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça prend du gâteau. Ouais. Donc non, j'aime beaucoup la production de gâteaux. Ouais. Comment tu vois le futur de la vulgarisation, sachant que je sais pas, je pense que ça a pas mal évolué au cours des 5 dernières années. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore beaucoup de changements? En francophone? Ouais, francophone. En francophone et YouTube ou peu importe? Ouais, peu importe. Bah non, en fait, je vais répondre francophone et YouTube parce que les autres, je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a... Je vais revenir à ça parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre partout, hein, mais ça va dépendre des financements. Ouais. Donc, il y a deux choix. Soit les gens acceptent de travailler gratuitement, et dans ce cas-là, c'est forcément un truc sur le côté. Ouais. Soit il y a des financements qui se débloquent et les gens deviennent des professionnels de la vulgarisation. Ouais. Et j'espère qu'il y aura toujours les deux. Bah, je pense qu'il y aura toujours les deux, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que les financements, il n'y en a pas à l'infini, donc ça va restreindre. Pour moi, hein, YouTube, c'est une télé, mais version cheap, en fait, version pas beaucoup d'argent. Ouais. Mais par contre, on s'enligne de plus en plus vers de la production télé. Vortex, mine de rien, c'est une production télé. Tu vois, c'est très carré, c'est tout le temps le même format, c'est tout le temps, je veux dire, les plans sont les mêmes pour tout le monde, parce qu'on est dans de l'optimisation, en fait. Donc le contenu est toujours bon, mais on est dans de l'optimisation de production. Ouais. Et donc, plus on s'en va vers quelque chose où on veut produire à des bas coûts, tout en étant rémunéré, ben on s'en va vers des productions qui sont beaucoup plus lissées, beaucoup plus automatisées. Et à partir du moment où on a beaucoup de gens qui travaillent sur un projet, on a aussi un lissage de l'information. C'est-à-dire que plus tu as de personnes qui viennent ajouter leur point de vue sur un texte, plus tu as un lissage du texte. Ouais. Plus tu vas avoir un texte qui convient à tout le monde. Alors, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. À la fois bien parce que ben, t'as plus de considération pour... je veux dire, t'as plus d'avis, donc forcément tu vas toucher plus de personnes parce que t'as eu différentes visions de la chose. Mais d'un autre côté, tu perds un peu ta particularité, ta vision d'auteur. Ouais. Et tu perds un petit peu ta caractéristique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, ça dépend du format, je pense. Ouais. Mais donc je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus en plus télé. Donc, ce qui veut dire, ce que j'appelle de plus en plus télé, c'est de plus en plus produit, avec de plus en plus d'argent dedans, mais aussi de moins en moins de gens qui accèdent à ce genre de production-là. Donc voilà. Puis aussi, je veux dire, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans sur YouTube, si on regarde mes vieilles vidéos, c'est une catastrophe. C'est dégueulasse, la qualité. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence avec cette qualité-là, je sais pas s'il arrive à se développer, quoi. Ouais. J'en sais rien. Ouais. Peut-être qu'au bout de 5 ans, il y arrivera aussi, j'en sais rien. Mais honnêtement, moi, je consomme que du contenu qui est quand même de qualité. Ouais. En tant que consommatrice, moi, de mon côté. Ouais. Et plus ça avance, plus les gens produisent des choses de qualité, avec du gros matériel. Donc, c'est ça, on s'en va vers une professionnalisation, je pense, beaucoup plus. Ouais. Je pense que c'est plus dur de percer qu'avant. Ouais. Non, je suis pas forcément plus dur de percer, mais il faut peut-être avoir plus de compétences dès le départ. Ouais.
compétences vidéo. Ouais. Parce que malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, mais tu as beaucoup de vulgarisateurs qui sont très bons en vidéo, mais par contre, le message derrière, il passe jamais. Mais par contre, c'est joli, il y a plein de choses qui se passent à l'écran, mais le côté vulgarisation n'est pas bien développé, tu vois. Ouais. Donc, tu as aussi de la mauvaise vulgarisation qui se fait avec des bonnes productions. Ouais. Et donc ça, on est rapidement trompé en tant que spectateur, parce qu'on se dit c'est la bonne production, c'est que ça doit être vrai ce qui est raconté. Peut-être pas. Du coup, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise vulgarisation? Bah alors déjà, la mauvaise vulgarisation, c'est une vulgarisation, comme je disais tout à l'heure, qui propage une idée fausse. Quoi. C'est, peu importe que, même si la personne qui vulgarisait avait la bonne idée de ce qu'il était en train de vulgariser, si le message qui reste dans la tête des gens est inverse, c'est de la mauvaise vulgarisation. Ouais. Donc c'est ça, c'est la recherche de la vérité, quoi. À quel point on est le plus proche de la vérité. Après, c'est un curseur, hein. Ouais. Parce que y a vérité et vérité. Par exemple, moi, si je dis que la scoliose, donc les déformations de la colonne vertébrale, ce sur quoi je travaillais pendant ma thèse, c'était... si je dis que c'est une... quand les gens sont penchés sur le côté, c'est techniquement faux, parce que la vraie définition, c'est que c'est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale. Mais si je dis ça en introduction de vidéo, une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui sache ce que ça veut dire, une déformation 3D. Ça risque de faire fuir les gens aussi. Et ça risque de faire fuir les gens. Donc l'aspect vérité, c'est... Oui, c'est vrai, mais jusqu'où est-ce qu'on accepte d'être faux, quoi? Ouais. Parce que quand on dit pencher sur le côté, c'est techniquement faux, c'est scientifiquement faux, mais ça suffit pour la représentation de la scoliose de tous les patients, quoi. Ouais. Donc pour moi, la bonne vulgarisation, c'est la vulgarisation qui, ne propage pas une idée fausse, mais qui est, malheureusement, tout à fait relative à l'opinion de chacun. Parce que chacun va avoir son curseur de vérité à des endroits différents selon sa propre expertise. Ouais. Ouais. Du coup, ça serait quoi ta propre vidéo préférée? Ah, de moi? La vidéo sur le marathon. Probablement une des vidéos les moins vues. Ouais. Qui est une vidéo que j'ai faite donc avec 2 personnes qui couraient un marathon, et je les ai suivies à vélo sous la pluie et j'ai mesuré leur comment on appelle ça, stride length, leur foulée. Ouais. J'ai mesuré leur foulée et j'ai fait d'autres mesures, et donc j'ai parlé de la science du marathon derrière, de ce que c'est le mur, etc. J'avais parlé, est-ce qu'on dépense moins d'énergie, qui dépense le plus d'énergie entre celui qui court lentement et arrive plus tard, ou celui qui court plus vite mais arrive plus tôt. Donc et j'ai parlé à un chercheur pour ça, c'était super intéressant. Donc non, c'est une vidéo vraiment, et le résultat, je l'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est ma vidéo préférée. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait que celle-là est du coup très bonne par rapport aux autres? Alors, je pense pas qu'elle soit très bonne en termes de vulgarisation. Par exemple, le titre est extrêmement mauvais. Ça s'appelait La science du marathon. Je pense que j'ai changé il y a 3 jours le titre. Je sais plus comment je l'ai appelé maintenant. Pouvez-vous courir un marathon? Ah, ok. Bon, voilà. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur titre, mais bon, j'essaye. Et je sais pas, je pense qu'il y avait un bon choix de musique. Ouais. Étonnamment. Moi, c'est une expérience qui me parle, parce qu'on l'a vécu, cette chose-là. C'était sur le terrain. Donc, il y a une partie expérimentale, il y a une partie où j'ai vraiment appris de l'information. Quand moi, j'ai appris de l'information, c'est que c'est une bonne vidéo pour moi. Ouais. Si j'ai pas appris d'information, c'est pas une bonne vidéo pour moi. C'est une vidéo que je fais rapidement juste pour produire une vidéo, si j'apprends rien. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment un facteur important d'apprendre quelque chose quand je fais quelque chose. Et je sais pas, c'est un combo de tout ça, quoi. Puis c'est mes amis qui sont dans cette vidéo, non, c'est très personnel, tout ça, quoi. C'est une vidéo sympa. Ouais, c'est ça. C'est une vidéo que j'ai fait en équipe aussi. Ouais. Ça aide beaucoup en équipe. C'est-à-dire que Franck, une des personnes qui courait le marathon, c'est une des personnes avec qui je travaille de temps en temps pour faire mes vidéos, et avec qui on va vraiment pouvoir réfléchir sur le sujet. On va vraiment venir réfléchir sur les concepts scientifiques, sur la façon de les présenter et tout ça. Et donc moi, dès que je travaille en équipe, de manière générale, c'est une vidéo qui va beaucoup plus me plaire, parce que j'ai horreur de travailler seule. Ouais. Mais en choisissant la vulgarisation à temps plein, c'est un peu le choix de vie qu'on fait. Hein. Mais
Donc voilà, donc moi c'est ça, travail d'équipe, de l'expérience sur le terrain, avec mes potes, une bonne musique, on est forcément on arrive à une vidéo qui me plaît, quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres vulgarisateurs à Montréal ou avec qui tu échanges régulièrement? Non, C'est un peu personne. c'est un peu triste. Personne. Il y a Tim Blay de Acapella Science. Mais il est très timide, on communique pas trop, bah, pas du tout même. Mais on sait qu'on existe. Puis surtout, lui, il est en anglais, donc c'est compliqué, c'est pas la même chose, quoi. Mais... Donc non, personne à Montréal. Mais tu te fais quand même... tu parles souvent à tes amis de tes vidéos, de ta production? Non, pas trop. Bah, certainement que eux diraient le contraire et diraient que j'en parle beaucoup, mais moi je trouve pas, quoi. Non, je parle avec des gens qui sont en France essentiellement. Donc avec Léo, avec Dave, ce genre de personnes. Et donc Léo Dirty Biology, Dave de Dave Shake, je pense qu'elle s'appelle comme ça, sa chaîne maintenant. Je crois. Et Manon Bril aussi. Donc voilà, donc je discute avec ces personnes-là plutôt. Parce que mine de rien, les problématiques qu'on a sur YouTube, si on n'est pas soi-même sur YouTube, c'est difficile de les comprendre, quoi. C'est clair. Va expliquer à quelqu'un ton problème de miniature. Bon, c'est un peu difficile. Bah, je pense que on le ressent un peu tous. Ce temps-ci, c'est un peu plus proche enfin, très proche en tout cas de gens qui sont très loin géographiquement. Ouais, c'est ça. Sinon, on passe à un sujet assez différent. Comment est-ce que tu vois le futur de l'humanité? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses préoccupantes ou... Oh my! Tu me sors de ma zone de confort big time. En fait, moi j'ai un biais qui est que j'aime être heureuse. Ce qui fait que j'ai tout ce qui est anxiogène, je mets des œillères. Donc volontairement, j'écoute peu les nouvelles anxiogènes. Et donc, si tu veux, le futur de l'humanité, pour moi, il est très positif parce que j'écoute pas trop les nouvelles, et très volontairement. Et il paraît qu'on est dans un monde qui a jamais été autant en paix dans l'histoire de l'humanité en ce moment. Et les informations qu'on reçoit sont absolument en contradiction avec ça. Disons qu'on a le ressenti, on a un ressenti complètement différent. Et moi, donc, j'aime vivre dans cette petite bulle que je me suis créée, où je refuse un petit peu tous les influx négatifs. Donc, je prends vraiment des bribes d'informations où je sais qu'il y a eu un attentat ici, je sais qu'il y a eu ça, mais je ne regarde pas l'information beaucoup plus que ça. Parce que c'est ça, ça me plombe vraiment moralement si je suis trop à l'écoute de ça. Donc pour moi, le futur de l'humanité, je l'imagine de façon très positive parce que je peux pas l'envisager autrement, sinon je me sens trop mal. Donc moi, je l'imagine forcément bien. Mais je veux pas trop le formaliser dans ma tête, si tu veux. Quelles sont tes sources d'informations? Honnêtement, ça va être quelque chose, genre la une d'un journal que je vois dans le métro, un truc que j'entends des gens qui discutent, ou j'entends un truc à la radio, ou sur Twitter, ou sur Facebook. Mais c'est très limité, je n'écoute pas les informations. Ok. Et les informations, du moins, comment dire, genre le 20h ou ce genre de choses, quoi, l'actualité. L'actualité scientifique, ça, je la suis. Mais pas l'actualité courante, quoi. Genre les gilets jaunes ou tout ça, là, je suis pas ça. Ok. Et quelles sont tes sources d'actualité scientifique, du coup? Ben là, alors il faudrait que j'ouvre mon Feedly. Parce que j'ai comment on appelle ça, une app qui prend tous les RSS. Qui prend des liens RSS, et du coup en fait je regarde pas trop les sources, je lis sans faire attention aux sources. Je vais te dire ça. Donc j'ai beaucoup de trucs geeks, genre Ars Technica, Make, Pop Science, The Verge, Wired, ce genre de choses. Sinon j'ai Eureka Alert,
Futura Science, Nautilus, New Scientist, NPR, Pop Science encore, Science, Scientific American, Technoscience, Undark, Universe News, Nature, Univers Science, ce genre de choses. Ok. Du coup, tu as une appli qui liste les flux RSS de ces sites, là? Non, c'est moi qui. En fait, c'est une appli de flux RSS Ouais. qui s'appelle Feedly et tu ajoutes les sources que tu veux avoir et tu as tout qui est regroupé comme ça, tu les as toutes D'accord. d'un coup. Mais ça fait beaucoup, là, non? J'imagine que tu vas recevoir beaucoup de choses par jour, là, non? Oh, bah, je regarde de façon avec parcimonie. Ouais. Avec parcimonie. Ouais. Je suis pas accro à mon lecteur de flux RSS. Et tu suis ce qui se passe beaucoup dans le monde scientifique, dans les publications scientifiques? Oui, puis non. En fait, je suis plus. Je suis pas trop dans l'actualité. Moi, je suis beaucoup plus dans. J'ai un sujet, puis je vais voir ce qui s'est fait dessus. Ouais. Donc, je suis pas tant que ça l'actualité. Donc, je regarde ce qui se passe. Ouais. Genre, j'ai été au courant qu'il y a eu une image du premier trou noir. mais je vais pas être à fond sur toutes les nouvelles publis. D'autant que je trouve que les publications, c'est bien, mais faut pas oublier qu'il y a besoin d'une réplication, il y a besoin de... Je veux dire, c'est pas parce qu'on est au courant de l'actualité scientifique qu'on est au courant de l'actualité de la science. Ouais. Et donc, il y a ce biais-là où moi, j'ai tendance à être un petit peu influençable. Et je sais que si je lis un truc, après, ça va me rester dans la tête. Ouais. Et donc, il vaut mieux que je lise un truc où il y a un consensus scientifique qu'un truc qui vient d'être découvert et qui n'a pas encore été répliqué, qui n'a pas encore un consensus dessus, ce genre de choses-là. Ok. Et tu penses que par rapport aux fake news, les gens parlent beaucoup des fake news, tu penses qu'il y a un rôle important à jouer de la part de la vulgarisation scientifique? Je pense qu'il y a un rôle important à jouer de la part de l'école. Ouais. C'est à l'école que ça doit se faire. C'est à l'école qu'on doit apprendre à critiquer les informations d'où elles viennent, pourquoi est-ce qu'elles nous sont données. Donc, je pense que c'est d'abord l'école qui a un rôle important à jouer. La vulgarisation, oui, elle a un rôle à jouer, mais il reste mineur. La quantité de gens qui sont exposés aux fake news par rapport à la quantité de gens qui sont exposés à de la vulgarisation est tellement disproportionnée que le rôle qu'on a à jouer reste assez faible, malheureusement. Ouais. Donc, nous, les gens qu'on va toucher avec notre vulgarisation, ce sont déjà des gens qui sont déjà intéressés. Ouais. Donc, en étant déjà intéressés, ils ont très probablement déjà cet esprit critique. Et déjà cette chose qui fait que leurs fake news, peut-être ils vont pas complètement les croire. Donc, oui, on a un rôle, mais comparé à l'éducation, notre rôle est mineur, quoi. Et qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'éducation? Tu penses ajouter un cours sur ça ou... Alors, je connais pas trop le système éducatif aujourd'hui, mais je pense que oui, il y a un cours de médias, comment traiter les médias, qui doit être ajouté même au primaire, hein, honnêtement. Il y avait, c'est Hygiène Mentale, je crois, qui a fait une série de 2-3 vidéos où il allait dans une classe et il filmait comment est-ce qu'une prof enseignait aux gamins à faire la part des choses. Et c'était passionnant, super intéressant. Et donc, c'est un cours qui, je pense, est fondamental parce que nous, quand on a grandi, il y avait 2-3 médias, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ces médias-là, ils avaient une certaine... comment dire, je pense qu'il y avait beaucoup moins de fake news là-dedans. Mais maintenant qu'on a une multiplication des médias, que tout le monde peut devenir un média, la garantie qu'il y ait une étude sérieuse qui a été faite avant de publier une information est moindre. Donc, arriver à reconnaître quelles sont les bonnes sources d'information, arriver à savoir, ok, mais la personne qui publie, c'est une personne qui travaille pour telle entreprise, donc il y a des chances que je sois en train de me faire manipuler. Ce genre de choses, c'est des choses qu'il faut apprendre, je pense, dès le primaire, quoi. Ouais. Tu fais partie T'es sur Bidosciences, non? Ouais, j'ai ma prochaine vidéo, là, je la tourne demain. Déjà, tu peux présenter un peu Bidosciences? Ouais, donc Bidosciences, c'est un organisme qui va publier des vidéos sur YouTube destinées aux profs d'école, aux enseignants, sur des sujets divers et variés, pour en fait leur donner des clés de comment enseigner certains thèmes scientifiques. Donc moi, ce sera sur les volcans. Toi aussi, tu l'as fait? Non, je suis pas dedans. Toi, t'es pas dedans? Ok. Et donc moi, ce sera sur les volcans, et donc
Donc c'est ça, donc c'est des vidéos vraiment destinées aux profs. Moi, ça va être primaire, mais il y en a que ça va jusqu'au lycée, je pense, au maximum. Ok. Parce que du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir des trucs sur peut-être l'esprit critique dans Bible de science, ou je sais pas, c'est une idée que je laisse, je pense comme ça. Ouais, tout à fait. Hein. Mais c'est pas à notre échelle, mais ouais, c'est à l'échelle de la main à la pâte, l'association qui fait ça. Mais oui, mais je pense qu'il y a déjà, il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai découvert en faisant un billet de sciences, c'est qu'ils ont intégré quelque chose qui, je sais pas si ça existait à notre époque, mais qui s'appelle la démarche d'investigation, Ouais. où en fait ils invitent les élèves en fait à créer leur réflexion et à trouver comment trouver l'information en fait. Ouais. Donc on est déjà dans quelque chose qui est vraiment intéressant comme compétence à développer Ouais. par rapport aux fake news. Mais après, je pense qu'un cours spécifique aux médias, ça va être nécessaire. Le problème de faire un cours spécifique aux médias, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui comprend les médias. Ouais. Et donc, demander aux profs, qui sont souvent des gens qui ont minimum notre âge, Ouais. et donc qui sont pas forcément très bilingues en nouvelles technologies, disons, c'est difficile de leur demander de faire un cours là-dessus quand eux-mêmes ne sont pas forcément formés là-dessus, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Parce que j'ai l'impression que enfin, parce que comprendre, je sais pas si t'as vu la série de Smarter Everyday sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu, ouais. Parce que enfin, moi j'ai appris énormément de choses en regardant ça et enfin, ça me fait Mhm. dire que moi qui suis censé être dedans, parce que ouais, youtubeur et tout ça, Ouais. je me rends pas compte de plein de choses qui se passent sur toutes ces plateformes. Mhm. Bah, c'est ça. Donc en plus, non seulement donc les gens qui l'enseigneraient, il faudrait qu'ils soient formés, un. Deux, il faudrait qu'on ait une source d'information fiable, Ouais. parce que ça, c'est compliqué d'avoir cette source d'information de comment fonctionnent les médias de façon fiable. Et trois, ça change tout le temps. Ouais. Les règles de YouTube changent tout le temps. Donc, genre, il y a quelques mois, je pense, quand tu faisais une vidéo de 10 minutes ou plus, ça t'apportait aucun avantage. Maintenant, si tu fais une vidéo de 10 minutes ou plus, tu peux rajouter des pubs. Ouais. Ah, ok, bah, t'as un incitatif à faire durer ta vidéo. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour faire durer ta vidéo? Et donc, tout ça vient ça ajoute vraiment des considérations qui sont difficiles à prendre en compte parce que ça bouge tout le temps, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est un système tellement complexe aussi. Mhm. Il y a des millions d'utilisateurs, des milliards Puis, de contenus. Puis le fait que Facebook ait acheté Instagram, et je crois qu'ils ont aussi WhatsApp. Ouais. Tu vois, tout ce genre de choses où tu sais que, ok, ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'une vidéo qui est sur Instagram, elle va pouvoir être promue sur Facebook, mais pas sur YouTube, et vice-versa. Blablabla. Donc, t'as tout un tas de problématiques comme ça qui sont infinies, parce que ça change, honnêtement, je pense que tous les mois, t'as un changement. Ouais. Ouais, donc c'est un système très complexe. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut vraiment développer plus de recherche et d'outils pour essayer de comprendre tout ça, quoi. Ouais. Bah, essayer de les comprendre, honnêtement, je pense aussi qu'il faudrait un petit peu de législation. Mais le problème, c'est que les législateurs, eux aussi, c'est pas forcément des férus de technologie. Ouais, je pense que Donc, c'est compliqué. mais même, je sais pas, je réfléchis à qui aurait les compétences pour légiférer Mhm. de la bonne C'est manière sur compliqué, ça. hein. C'est très très compliqué que Mhm. elles font pas légion ces compétences et puis il y a plein de données à analyser. Enfin, je pense que c'est un problème très compliqué. Ouais, et puis on est en retard, quoi. On est très très en retard. Ouais, il y a aussi ça. Parce qu'il y a plein de données qui auraient pu être acquises depuis un moment et qui n'ont pas été acquises. Donc, Ouais. je sais pas s'il y a beaucoup de recherches qui se fait en ce moment sur le sujet, mais j'espère que oui. Ouais, mais enfin, après le problème c'est enfin il y en a du coup qui pas mal qui analysent Twitter parce que Twitter les données sont publiques, mais enfin, je pense YouTube il y a moyen de faire des trucs aussi, mais dans Facebook par contre ça sera C'est compliqué, ouais. ouais, c'est assez plus Facebook. ouais. Et sinon une autre question que j'ai c'est par rapport à l'éducation aux médias parce que si on fait ça à l'école ouais, enfin ouais, ça touche les élèves de l'école primaire et tout ça, il reste tout le reste de la population. Je pense que c'est trop tard pour eux. Enfin, comment est-ce qu'on peut les attendre? Franchement, oui, je pense que c'est trop tard. Ouais. Ouais. C'est Bah, c'est un ton petit côté peu, optimiste. c'est un petit peu défaitiste. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que moi, les gens à qui je parle, c'est des gens qui sont déjà intéressés. Comment est-ce que tu atteins les gens qui sont pas Ouais, intéressés? c'est compliqué.
Je veux dire, si on me donnait des outils, mais en fait, il est là le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour atteindre les gens qui sont pas intéressés. Et d'un autre côté, les gens qui sont pas intéressés, on va pas les forcer non plus à avoir du contenu s'ils sont pas intéressés. Je veux dire, des gens qui ont des croyances, qui croient que, je sais pas, on est guidé par c'est des fourmis qui nous contrôlent, genre, je dis n'importe quoi. C'est comme, ils ont pas envie d'entendre que c'est pas vrai. Et finalement, est-ce que c'est grave? Tu vois? Alors, ça s'argumente, ça se débat. Sur cette question-là des fourmis, peut-être que c'est pas si grave, mais sur d'autres questions. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est que après, tu déroules un fil, quoi. C'est, ok, mais c'était pas grave pour les fourmis, mais est-ce que ça devient grave pour l'homéopathie? Est-ce que c'est grave de ne pas être conscient que l'homéopathie, c'est un placebo? La question est compliquée. C'est pas un oui ou un non aussi clair que ça. Est-ce que c'est grave de... je sais pas, je veux pas trop donner d'exemples parce que je veux pas me faire taper sur les doigts. mais donc voilà, donc on n'a pas accès à ces gens et ils ont pas envie d'avoir accès à nous. Donc on est dans un problème où on est dans le serpent qui se mord la queue. Donc ça veut dire que soit c'est à nous de faire un effort, c'est-à-dire d'aller chercher ces gens-là dans les domaines où ils sont. C'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'on est contrôlé par des fourmis, il va falloir faire une vidéo expérimentale où on démontre qu'on n'est pas contrôlé par des fourmis. Le problème, c'est que c'est difficile à démontrer. Une croyance, ça s'invalide difficilement. Mais ça veut dire qu'il faut aller les chercher. Et donc, ça veut dire qu'on rentre dans une production de vidéos qui, moi, me convient pas du tout. C'est pas moi qui ferai ce travail-là. Où on est obligé, en fait, d'aller être à l'écoute des choses les plus farfelues, quoi. Genre les anti-vaccins. Finalement, je me mouille un peu. Les anti-vaccins, si tu veux, pour arriver à faire une vidéo de vulgarisation de pourquoi est-ce qu'il faut vacciner son gamin, ça veut dire qu'il faut aller lire toute la documentation contre les vaccins, tu vois. Et arriver à utiliser leurs arguments à eux, anti-vaccins, pour leur démontrer pourquoi ces arguments anti-vaccins ne font pas le poids devant les arguments pro-vaccins. Et donc ça oblige la personne à vraiment aller se plonger dans un sujet de fake news, finalement, pour essayer de ramener les gens vers la vraie news. Mais arriver à enlever une idée dans la tête de quelqu'un, c'est pas juste avec une vidéo, là, c'est un travail de très, 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 très longue haleine. Donc... c'est très difficile. Donc c'est très difficile, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implication, et c'est beaucoup de haine qu'on reçoit aussi. C'est vraiment pas agréable. Non, c'est pas agréable. Déjà, je vois avec mon sac de chips, alors... c'est vrai que les sacs de chips, un sujet polarisant. Bah oui. Mais après, sur les anti-vax, sur d'autres sujets, le changement climatique et tout ça, c'est vraiment des sujets très surtout le changement climatique, c'est vraiment des sujets très complexes et c'est tellement facile de donner des mauvais bons arguments des deux côtés. Et j'ai tellement envie parce que finalement la raison pour laquelle je crois que les vaccins ont en effet salvateur. C'est d'un côté, il y a un argument un peu biologique, le fonctionnement de la chose, et puis un autre côté, juste c'est le consensus scientifique. Et je suis prêt à déférer mon jugement, à me dire que le consensus scientifique a certainement bien plus raison que mon intuition, par exemple. Ah, tout à fait. Mais après, il y a aussi le fait que moi, ce que j'apprécie dans la vulgarisation, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les gens qui écoutent, c'est la nuance. C'est-à-dire que de dire que de dire que les vaccins c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas aussi noir ou blanc, c'est pas vrai. C'est gris en réalité. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et il se trouve que le consensus scientifique dit que les avantages priment sur les inconvénients. Alors après, je connais pas assez le sujet pour rentrer plus dans le détail que ça, parce que moi aussi, je défère mon jugement vers le consensus scientifique, surtout dans ce cas-là où les vaccins, moi, je suis pas experte et je peux pas devenir experte du jour au lendemain. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire. Nous, en tant que vulgarisateurs, le travail qu'on a à faire, c'est d'aller chercher les experts qui sont, eux, capables de
d'avoir cette nuance, de un. Et de deux, de comprendre les arguments des anti-vax ou des anti-changement climatique, tout ça, de les comprendre et d'expliquer pourquoi c'est pas vrai avec pédagogie. Et nous, de leur donner la parole, de leur donner le stage, de leur donner peut-être un petit peu plus de dimension, comment dire, parce qu'il y a plein d'experts qui ont un petit peu de difficulté à s'exprimer aussi. Donc, de leur donner en fait cette voix-là, mais c'est pas à nous en fait. Enfin, je veux dire, nous on n'a pas les compétences, à moins d'être expert en climat ou expert en vaccin. Notre parole à nous aura toujours un poids beaucoup plus faible que la parole d'un expert. Après, ça devient un travail journalistique, hein, plus que de vulgarisation. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Statut Facebook, c'est compliqué. Ouais, exactement. Ok, bah je pense qu'on peut aller clore doucement. Avec les deux dernières questions, quel est le message clé que tu aimerais que les viewers retiennent de cette interview? Bah, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Vous faites bien ce que vous voulez, les gens. Non, mais parce que je pense pas, si tu veux, en fait, ce qui est compliqué, comme pour répondre à cette question, c'est que dire qu'il y a un message clé dans ce que j'ai dit, ça veut dire que je me place dans une position de censeur, d'enseignant, de tout ça. Et j'ai pas envie de me placer dans cette position-là, en fait. J'ai envie de me placer dans la position de tu me poses une question et je te donne mon avis, et ici, je te donne mon avis. Je suis pas en train de dire la vérité, je suis en train de donner mon avis. Et je fais vraiment cette distinction entre l'opinion et les faits. Et quand je donne un fait, là, je dis c'est quoi le message important. Mais quand cette interview, c'est une succession d'opinions, je peux pas te dire quel est le message important parce que c'était qu'une opinion. Donc, il y a des opinions à moi qui vont certainement résonner avec les auditeurs et d'autres qui vont pas résonner avec les auditeurs. Et donc, quand c'est une opinion, je réserve mon jugement sur qu'est-ce qui est important parce que c'est une opinion, c'est pas un fait. T'as pas une opinion que tu as exprimée que tu penses plus importante? Factuelle? Ou plus... Ah, une opinion... Et non, mais je veux pas ça. Okay. Non, je refuse cette question. C'est une opinion. C'est pas un... Non. Non. Question refusée. Ok. Pas de réponse pour cette question. Non. Et sinon, pour finir, est-ce que tu pourrais faire 2 recommandations de vidéos, podcasts, livres ou personnes à suivre? Ah, alors... En vidéo... Qui c'est que je pourrais recommander en vidéo? Donc, vidéo scientifique. En français forcément ou pas forcément? Ce que tu veux. Ok. Alors, je recommanderais Sabrina Cruz, qui est une youtubeuse canadienne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et qui c'est que je recommanderais d'autre en sciences dures, qui soit pas déjà ultra connu? Oui, je pense. Sabrina Cruz, en tout cas, j'ai découvert très récemment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ouais, non, elle est vraiment bien. Je l'ai rencontrée à un événement aux États-Unis. Moi, après, comment dire, mon inspiration, c'est Smarter Everyday. C'est vraiment lui qui m'a vraiment inspiré à faire des vidéos. Donc, c'est forcément lui, moi, à qui je pense, en premier. Donc, on va dire Sabrina Cruz et Smarter Everyday. En podcast, tiens, qu'est-ce que j'écoute en podcast? Il y a Radiolab, toujours. L'Éternel qui est vraiment bien. Sinon, étonnamment, dans mes consommations, je consomme moins de vulgarisation scientifique que ce qu'on croit. Je consomme beaucoup de choses sur le sport, ce genre de choses. Donc, en sciences, finalement, je suis pas tant quoi. Alors, attends, ça s'ouvre. Ah oui, j'ai fait une interview récemment à RFI autour de la question et j'ai découvert l'émission par la même occasion et donc je vous conseille RFI autour de la question. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc ils invitent des gens et en fait ils lui posent plein de questions et souvent c'est très intéressant. Donc voilà. Toi t'as parlé quoi? De moi, ma vie, mon œuvre, globalement. L'éternel des interviews, du livre aussi, pas mal, et voilà. Ok. Merci à toi d'avoir accepté d'être interviewé, et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté. Pensez à faire les trucs classiques, et liker, commenter, et à bientôt probablement.